Béatrice Albuquerque, femme d'affaires impitoyable, arriva à Serra Vista pour conclure un nouveau marché. Mais une rencontre imprévue avec un garçon des rues change tout. « Béatrice, murmure-t-il, ma mère m'a dit de vous trouver. Je suis votre frère. » Désormais, le passé qu'elle essayait d'oublier refait surface, exigeant des réponses. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Béatrice Albuquerque tapait ses ongles manucurés contre la coudoir en cuir de son siège, en première classe, alors que l'avion commençait sa descente. Par la fenêtre, elle pouvait voir la petite ville de Serra Vista apparaître en contrebas. Un groupe de bâtiments entourés de collines ondulantes et de terres agricoles, si différents des gratte-ciel de São Paulo auxquels elle était habituée. « Mademoiselle Albuquerque, nous allons atterrir dans 10 minutes, dit l'hôtesse de l'air en lui apportant un verre d'eau. Votre chauffeur vous attendra à l'aéroport. » Béatrice hocha la tête, regardant à peine sa tablette. À 42 ans, elle avait bâti un empire de toutes pièces. Albuquerque Enterprises était désormais l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du Brésil, et elle en était le cœur et l'âme. Ses cheveux courts et foncés étaient parfaitement coiffés, son tailleur bleu marine impeccable, et son expression déterminée. Elle ne montrait jamais de faiblesse. « Ce voyage vaut mieux qu'il le soit », murmura-t-elle pour elle-même, consultant le contrat une dernière fois. Serra Vista possédait une petite usine qui produisait des remèdes naturels, exactement ce dont elle avait besoin pour développer la gamme de produits verts de son entreprise. Le propriétaire était désireux de vendre, et elle était prête à ajouter un autre succès à son CV. Après l'atterrissage, Béatrice fut escortée jusqu'à une élégante voiture noire où un chauffeur l'attendait. « Bienvenue. »« À Serra Vista, mademoiselle Albuquerque, » dit-il en lui ouvrant la portière. « Emmenez-moi directement à mon hôtel. J'ai des appels à passer avant la réunion de demain. » ordonna-t-elle en glissant dans la voiture sans vraiment regarder l'homme. Pendant qu'il traversait la petite ville, Béatrice gardait les yeux rivés sur son téléphone, répondant à des emails et envoyant des messages à son assistante. Le monde extérieur n'existait pas pour elle, seulement des chiffres, des contrats et des opportunités commerciales. À l'hôtel, le seul établissement de luxe de la ville, elle s'enregistra rapidement et se dirigea vers sa suite. Il était près de 8 heures du soir et elle avait encore du travail à faire. « Service en chambre, s'il vous plaît », dit-elle au téléphone. « Une salade et du poulet grillé et une bouteille d'eau minérale. Non, c'est tout. » Travailler tard dans la nuit était sa routine normale. Pas de mari, pas d'enfants, pas d'animaux qui l'attendaient à la maison. Juste un appartement en attique dans le quartier le plus exclusif de São Paulo, rempli de meubles coûteux qui étaient rarement utilisés. Le lendemain matin, Béatrice se réveilla à 5h30, termina sa routine d'exercice, prit une douche et s'habilla d'un tailleur gris élégant avec un chemisier en soie. Sa réunion n'était pas avant 10 heures, mais elle avait prévu de revoir une dernière fois les états financiers de l'usine. À 9h30, elle rassembla ses documents et quitta sa chambre d'hôtel. La matinée était plus fraîche qu'elle ne l'avait prévu, une douce brise emportant le parfum des plantations de café voisines. Alors qu'elle marchait vers l'entrée de l'hôtel où son chauffeur l'attendait, quelque chose attira son attention. Une petite silhouette était blottie contre le mur près de l'entrée latérale de l'hôtel. Un enfant, clairement, avec des vêtements sales et des cheveux en désordre. Béatrice fronça les sourcils. C'était exactement le genre de choses que le directeur de l'hôtel devrait gérer. Un établissement 5 étoiles ne devrait pas avoir d'enfants des rues qui traînent. Elle marcha plus vite, déterminée à signaler cela à la réception. Mais alors qu'elle passait, l'enfant, un garçon d'une dizaine d'années, leva les yeux. « Béatrice ?» chuchota le garçon, sa voix rauque comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis longtemps. Béatrice s'arrêta net. Elle se retourna lentement, son cœur se mettant soudainement à battre contre ses côtes. « Qu'avez-vous »« Dis » demanda-t-elle, fixant l'enfant. Le garçon se releva en tremblant. Il était maigre, vêtu de vêtements trop grands pour sa petite silhouette. Son visage était sali de boue, mais ses yeux grands, foncés et étrangement familiers la fixaient avec un mélange de peur et d'espoir. « Vous êtes Béatrice ?»« Albuquerque, » dit-il. Ce n'était pas une question cette fois. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda Béatrice, regardant autour d'elle pour voir si quelqu'un les observait. « Qui êtes-vous » Le garçon avala difficilement.
ses mains jouant avec l'ourlet de son t-shirt usé. « Je m'appelle Gabriel, dit-il. Ma mère m'a dit que si je vous trouvais un jour, je devais vous dire que je suis votre frère. » Béatrice eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Le monde autour d'elle sembla légèrement penché. « C'est impossible, dit-elle, sa voix plus froide qu'elle ne l'avait voulu. Je n'ai pas de frère. J'étais enfant unique. » Les yeux de Gabriel se remplirent de larmes. « Ma mère s'appelait Maria Albuquerque. Elle est morte il y a 3 semaines. Elle m'a dit de vous trouver. » Maria Albuquerque. Béatrice n'avait pas entendu ce nom depuis plus de 20 ans. Sa mère, la femme qui l'avait abandonnée à 18 ans, ne laissant qu'une courte note disant qu'elle devait se trouver. Béatrice n'avait plus jamais eu de nouvelles d'elle. « Ma mère est morte dans un accident de voiture il y a 15 ans, dit Béatrice, le mensonge lui échappant facilement, le même mensonge qu'elle avait raconté à tout le monde, y compris elle-même, pendant des années. Gabriel secoua la tête. « Non, elle ne l'est pas. Elle était aussi ma mère. Elle vivait ici à Serra Vista. Elle était malade longtemps avant sa mort. » Béatrice sentait des gens les regarder maintenant. Son chauffeur s'approchait avec un air inquiet sur le visage. « Tout va bien, mademoiselle Albuquerque ?» demanda-t-il. « Oui, très bien, » rétorqua-t-elle. Puis, regardant Gabriel, elle prit une décision rapide. « Attends ici. » Elle alla voir son chauffeur et lui parla doucement. « Ma réunion doit être reportée. Quelque chose s'est passé. Veuillez appeler M. Santos et lui dire que je le rencontrerai cet après-midi à la place. » Le chauffeur hocha la tête et s'éloigna pour passer l'appel. Béatrice retourna auprès de Gabriel, qui n'avait pas bougé d'un pouce. De près, elle pouvait voir à quel point il était maigre. Ses pommettes étaient saillantes, et il y avait des cernes sous ses yeux. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-elle. Gabriel haussa les épaules. « Hier matin, je crois. » Malgré son choc et son incrédulité, Béatrice ressentit une vague d'inquiétude inattendue. « Viens avec moi, » dit-elle, le conduisant dans l'hôtel. Au restaurant. De l'hôtel, assis à une table d'angle loin des autres clients, Béatrice regarda Gabriel dévorer une assiette d'œufs, de toast et de fruits. Elle sirota son café, essayant de comprendre ce qui se passait. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle lorsqu'il ralentit enfin. « 10 ans, » répondit Gabriel, s'essuyant la bouche avec le dos de la main avant de se souvenir de la serviette à côté de son assiette. « Et tu as vécu avec Maria tout ce temps ?» Gabriel hocha la tête. « Il n'y avait que moi et maman. On a beaucoup bougé. Elle nettoyait les maisons des riches. » Béatrice ressentait un étrange mélange d'émotions, de la colère envers sa mère, de la confusion concernant les affirmations de ce garçon et une pointe de culpabilité désagréable. « Où as-tu dormi depuis sa mort ?» demanda Béatrice. Gabriel baissa les yeux sur son assiette. « À différents endroits. Parfois chez tes voisins, parfois. » Il s'arrêta. « Dans la rue ?» termina Béatrice pour lui. Il hocha légèrement la tête. « Et comment savais-tu que j'allais à Serra Vista ?» insista-t-elle. « Maman gardait des articles de journaux sur vous, » expliqua Gabriel. « Chaque fois que votre entreprise était dans les nouvelles, elle avait tout un dossier. La semaine dernière, le journal local a dit que vous veniez acheter l'usine Castro. » La tête de Béatrice tournait. Sa mère avait suivi sa carrière, collecté des articles sur ses succès, mais ne s'était jamais manifestée. « As-tu des preuves ?» demanda Béatrice. « Acte de naissance ? Quelque chose avec le nom de ta mère ?» Gabriel fouilla dans sa poche et sortit un morceau de papier froissé et plié. Il le tendit à Béatrice, qui le déplia soigneusement. C'était une photographie, vieille et froissée d'avoir été trop manipulée. Sur la photo, une version plus jeune de Maria Albuquerque souriait, le bras autour d'une adolescente aux yeux farouches et au demi-sourire réticent. Béatrice se reconnut immédiatement. Elle avait environ 17 ans sur la photo, juste avant que sa mère ne parte. Et Maria, elle ressemblait exactement à ce dont Béatrice se souvenait. « Il y a de l'écriture au dos », dit Gabriel doucement. Béatrice retourna la photo. De l'écriture familière de sa mère, les mots « mes enfants », Béatrice et Gabriel, mes plus grands trésors. La date écrite était il y a seulement 4 ans. Béatrice sentit une froideur se répandre dans sa poitrine. Comment cela était-il possible? Un frère qu'elle ne savait pas exister. Sa mère en vit toutes ces années,
créant une nouvelle famille après l'avoir abandonnée. Mademoiselle Albuquerque, le directeur de l'hôtel s'approcha de leur table. « Tout va bien ?» Béatrice déplia rapidement la photographie et la mit dans la poche de sa veste. « Oui, » dit-elle, sa voix professionnelle revenant. « Tout va bien. Je suis désolé, mais nous avons une politique concernant les non-clients au restaurant, » dit-il en regardant Gabriel. « Il est avec moi, » dit Béatrice fermement. « Il est de ma famille. » Les mots lui semblaient étranges dans la bouche. Famille. Quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis des décennies. Quelque chose dont elle s'était convaincue qu'elle n'avait pas besoin. Le directeur hocha la tête et se retira, clairement surpris. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Gabriel, la regardant avec ses yeux familiers. Des yeux qui lui rappelaient tellement les siens. Béatrice n'avait pas de réponse. Sa vie soigneusement construite n'avait pas de place pour un enfant des rues de 10 ans. Pourtant, en le regardant, elle ne pouvait nier la ressemblance avec sa mère, avec elle-même. « Je dois passer quelques appels, » dit-elle en se levant. « Attends ici. » Dans le hall de l'hôtel, Béatrice fit les 100 pas, son téléphone à la main. Elle appela son assistante à São Paulo. « Louisa, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de confidentiel, » dit-elle lorsque la femme répondit. « J'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur une Maria Albuquerque vivant à Serra Vista et un garçon nommé Gabriel Albuquerque d'environ 10 ans. » Après avoir donné plus de détails, Béatrice termina l'appel et resta immobile un instant, essayant de réfléchir clairement. Sa réunion d'affaires semblait triviale maintenant par rapport à la bombe qui venait de lui tomber dessus. Quand elle retourna au restaurant, Gabriel était toujours assis à la table, semblant petit et déplacé parmi les riches clients de l'hôtel. « J'ai une réunion cet après-midi que je ne peux pas manquer, » lui dit Béatrice, « mais j'ai fait en sorte que tu puisses rester ici à l'hôtel entre-temps. » Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. « Dans cet hôtel, vraiment ?» Pour la première fois depuis leur rencontre, Béatrice sentit un petit sourire se dessiner sur ses lèvres. « Vraiment, et on va te trouver des vêtements neufs aussi. »« Vas-tu me renvoyer ?» demanda soudainement Gabriel, sa voix petite et effrayée. La question prit Béatrice au dépourvu. Le renvoyer où? Il n'avait nulle part où aller. Non, dit-elle, se surprenant elle-même de la certitude de sa voix. Pas avant qu'on ait réglé ça. Un soulagement envahit le visage de Gabriel. Maman a dit que tu étais réussie et forte. Elle a dit que tu saurais quoi faire. Béatrice ressentit une vague de colère. Comment Maria osait-elle parler? Had-elle comme si elle avait le moindre droit? Comme si abandonner sa fille avait été juste un petit obstacle? Mais en regardant le visage plein d'espoir de Gabriel, Béatrice garda son amertume pour elle. « On va te nettoyer », dit-elle à la place. Plus tard, après avoir réservé une chambre d'hôtel pour Gabriel et avoir demandé au concierge d'acheter des vêtements et des articles de toilette de base pour lui, Béatrice s'assit seule dans sa suite, fixant la vieille. Photographie. Sa mère avait été en vie tout ce temps, avait eu un autre enfant, créé une nouvelle famille sans jamais regarder en arrière, ou bien les articles qu'elle avait conservés, les histoires qu'elle avait racontées à Gabriel, quelque chose ne collait pas. Le téléphone de Béatrice sonna, interrompant ses pensées. C'était Louisa. « J'ai trouvé quelque chose », dit son assistante. « Maria Albuquerque est décédée, il y a 3 semaines d'un cancer. Elle travaillait comme femme de ménage. Il y a des dossiers hospitaliers, un acte de décès. Et Gabriel ?» demanda Béatrice. « Il y a un acte de naissance, père inconnu. Mais... » Louisa fit une pause. « Mais quoi ?» D'après les dossiers hospitaliers, Maria n'était pas sa mère biologique. Il y a une note dans son dossier concernant une adoption, mais les détails sont scellés. Béatrice ressentit une nouvelle vague de confusion. « Que, me dis-tu? Je ne suis pas sûre, » admit Louisa. « Mais il y a plus. Maria a laissé une lettre à son employeur, une certaine Madame Castro. Elle a dit de vous la donner si jamais vous veniez chercher Gabriel. »« Castro? Comme le propriétaire de l'usine ?»« Sa femme, oui. » L'esprit de Béatrice s'emballa. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. « Il y a encore une chose, » ajouta Louisa. « Maria a laissé un testament. Il est très simple, mais elle vous a nommé tutrice de Gabriel si quelque chose lui arrivait. » Béatrice faillit laisser tomber son téléphone. « Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas simplement... Je n'ai jamais accepté ça. Tout est légal, d'après les documents que j'ai vus. Bien sûr, vous pouvez contester. Contester. S'en aller. Retourner à sa vie ordonnée à São Paulo
et faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Mais les yeux de Gabrielle, tellement semblables aux siens, à ceux de sa mère, continuaient d'apparaître dans son esprit. « Merci, Louisa. Envoie-moi tout ce que tu as trouvé. » dit Béatrice, terminant l'appel. Elle avait une réunion à laquelle assister, une usine à acheter, une entreprise à gérer. Mais maintenant, inopinément, elle avait aussi un frère qui avait besoin d'elle. Alors que Béatrice se préparait pour sa réunion de l'après-midi, elle jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis des années, elle vit les traits de sa mère sur son propre visage. Et maintenant, sur celui de Gabrielle. « Que cachais-tu, Maria ?» murmura-t-elle à son reflet. « Et pourquoi l'as-tu envoyé me trouver maintenant ?» Béatrice était assise en face de Roberto Castro, à peine à l'écoute, pendant qu'il décrivait l'histoire de l'usine de sa famille. Son esprit n'arrêtait pas de revenir à Gabrielle, qui se trouvait maintenant dans une chambre d'hôtel à quelques pâtés de maison, regardant la télévision et mangeant un service en chambre, des luxes qu'il n'avait clairement jamais connus auparavant. « Mademoiselle Albuquerque, avez-vous entendu ma question ?» demanda Roberto, ramenant son attention à la réunion. « Je suis désolé, » dit-elle, se redressant sur sa chaise. « Pourriez-vous répéter ?» Roberto sourit gentiment. Il avait la soixantaine, des cheveux grisonnants et les mains calleuses de quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie. « Je vous ai demandé si vous aviez l'intention de garder nos employés actuels lorsque vous reprendrez l'usine. »« Oui, bien sûr, » répondit automatiquement Béatrice. « L'expérience de votre personnel avec les ingrédients naturels est précisément ce qui rend cette acquisition précieuse pour nous. » Roberto hocha la tête, satisfait de sa réponse. « Très bien, je crois que nous sommes proches de finaliser notre accord alors. » Au moment où Béatrice allait répondre, la porte du bureau de Roberto s'ouvrit et une femme âgée élégante entra, portant un plateau avec du café et des biscuits. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de rafraîchissement. » dit la femme, posant le plateau sur le bureau. « Merci, ma chère, » dit Roberto chaleureusement. « Mademoiselle Albuquerque, voici ma femme, Elena. » Béatrice se leva pour serrer la main de la femme, se souvenant soudainement de ce que Louisa lui avait dit. Maria avait laissé une lettre à Madame Castro. « C'est Madame Castro. C'est un plaisir de vous rencontrer, » dit Béatrice, étudiant attentivement le visage d'Elena. Elena avait à peu près le même âge que son mari, les cheveux argentés attachés en un chignon net et des yeux bienveillants qui semblaient contenir une pointe de reconnaissance lorsqu'ils rencontrèrent ceux de Béatrice. « Le plaisir est pour moi, » répondit Elena. « Roberto m'a tant parlé de vous et de votre entreprise. » Il y avait quelque chose dans le ton d'Elena, quelque chose de prudent et de mesuré, qui fit soupçonner à Béatrice que la femme savait exactement qui elle était au-delà d'une simple connaissance professionnelle. « Je vais vous laisser à votre réunion, » dit Elena, en se tournant pour partir. Mais à la porte, elle s'arrêta et regarda Béatrice. « Peut-être, si vous avez le temps avant de quitter Serra Vista, pourriez-vous venir prendre le thé avec moi demain ?» Avant que Béatrice puisse répondre, Roberto « Ris, ma femme adore socialiser. Ne vous sentez pas obligée, mademoiselle Albuquerque. Je sais combien les dirigeants peuvent être occupés. »« Non, j'aimerais ça, » dit Béatrice, se surprenant elle-même. « Le thé demain serait agréable. » Elena sourit. « Merveilleux. Disons 3 heures, ici, chez nous ?» Après le départ d'Elena, Béatrice et Roberto sont retournés aux affaires, finalisant les termes de l'acquisition. Mais Béatrice n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'Elena Castro était en quelque sorte liée au mystère de Gabrielle et de sa mère. Lorsque la réunion se termina, Béatrice refusa l'offre de Roberto de la ramener à son hôtel, choisissant plutôt de marcher les quelques pâtés de maison et de se vider la tête. Les rues de Serra Vista étaient calmes, un contraste frappant avec le bruit constant de São Paulo. En marchant, elle appela l'hôtel pour prendre des nouvelles de Gabrielle. « Le jeune homme va bien, mademoiselle Albuquerque », l'assura le concierge. Il a déjeuné et regarde un film dans sa chambre. Un soulagement envahit Béatrice, bien qu'elle ne soit pas sûre de la raison pour laquelle elle était si préoccupée par un garçon qu'elle venait de rencontrer. Un garçon qui prétendait être son frère mais qui pourrait ne pas être du tout apparenté à elle. De retour à l'hôtel, Béatrice hésita devant la chambre de Gabriel avant de frapper. Quand il ouvrit la porte, elle le reconnut à peine. Il était propre, les cheveux humides d'une douche récente, vêtu d'un nouveau jean et d'un t-shirt bleu que le concierge avait acheté. Sans la saleté et la crasse, la ressemblance avec sa mère était encore plus frappante.
« Salut, dit-il timidement, reculant pour la laisser entrer. « Comment vas-tu » demanda Béatrice, remarquant les restes d'un copieux déjeuner sur le chariot du service en chambre. « Cet endroit est incroyable, dit Gabriel, les yeux brillants d'excitation. La douche avait de l'eau chaude tout le temps, et la télévision a tellement de chaînes, et ils m'ont apporté de la nourriture chaque fois que je l'ai demandé. » Quelque chose serra la poitrine de Béatrice, un mélange de tristesse et de colère. Quelle sorte de vie cet enfant avait-il mené pour que l'eau chaude et les repas réguliers semblent des luxes? « Gabriel, dit-elle, s'asseyant au bord du lit, j'ai besoin de te poser quelques questions sur ta mère, sur Maria. » Le sourire de Gabriel s'estompa. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, semblant soudainement petit à nouveau. Quel genre de questions? Combien de temps as-tu vécu à Serra Vista? Environ 2 ans cette fois-ci, répondit Gabriel. Mais nous avons vécu ici avant quand j'étais petit. Maman a dit que nous devions déménager pour le travail. Et ton père, a-t-elle jamais parlé de lui? Gabriel secoua la tête. Juste qu'il n'était pas là. Certains enfants de l'école se moquèrent de moi parce que je n'avais pas de père. Mais maman disait que certaines familles étaient simplement différentes. A-t-elle jamais parlé de moi? Demanda Béatrice, la question semblant étrange, sur ses lèvres. L'expression de Gabriel s'éclaira un peu, tout le temps. Elle avait une boîte spéciale avec tes photos et des articles de journaux. Elle a dit que tu étais très intelligente et courageuse, que tu avais créé ta propre entreprise quand tu étais très jeune. Mais elle ne m'a jamais contacté, dit Béatrice, incapable d'empêcher l'amertume de sortir de sa voix. Gabriel baissa les yeux sur ses mains. Elle a dit qu'elle ne le pouvait pas, qu'elle avait fait quelque chose qui lui rendait impossible. De revenir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas, admit Gabriel. Elle ne voulait pas me le dire, mais elle pleurait parfois quand elle regardait tes photos, et quand elle est tombée malade, elle m'a fait promettre que si quelque chose lui arrivait, je te trouverais. Tracy, comment savais-tu que je serais ici, dans cet hôtel précis? Le journal disait que tu venais acheter l'usine, et il n'y a qu'un seul hôtel chic en ville, expliqua Gabriel. Je venais ici tous les jours depuis 1 semaine, attendant de te voir. La pensée qu'il attendait dehors jour après, jour dormant peut-être dans la rue, fit tordre l'estomac de Béatrice de culpabilité. Gabrielle, mon assistante, a trouvé des informations aujourd'hui. Elle a découvert que Maria n'était pas ta mère biologique. Le savais-tu? La tête de Gabrielle se leva brusquement, les yeux grands ouverts de surprise. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Elle était ma mère. D'après les dossiers, tu as été adoptée. Non, insista Gabrielle, sa voix montant. Elle était ma vraie mère. Elle m'a raconté comment j'étais né, comme j'étais petit, comment j'ai failli mourir parce que je suis arrivé trop tôt. Béatrice fronça les sourcils. Quelque chose ne collait pas. Gabriel, j'ai besoin que tu réfléchisses bien. Maria, a-t-elle jamais mentionné quoi que ce soit à propos de l'adoption? D'où tu venais avant d'être avec elle? Gabriel se leva, maintenant agité. Elle était ma mère. Tu mens parce que tu ne veux pas que je sois ton frère. L'accusation piqua plus que Béatrice ne l'attendait. Ce n'est pas vrai. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Tu es comme l'assistante sociale qui est venue après la mort de maman. Elle a dit que je devais aller dans un foyer parce que je n'avais pas de famille. Mais maman a dit que tu étais ma famille. Elle a dit que tu m'aiderais. Des larmes jaillirent des yeux de Gabriel et Béatrice se sentit complètement dépassée. Elle ne savait pas comment réconforter un enfant qui pleurait. Sa vie n'avait pas de place pour ce genre de désordre émotionnel. « Gabriel, je ne dis pas que je ne vais pas t'aider, » dit-elle prudemment. « J'ai juste besoin de comprendre la vérité sur notre lien. La vérité, c'est qu'elle était ma mère et tu es ma sœur, » dit Gabriel obstinément, s'essuyant les yeux avec le dos de sa main. « Et maintenant, tu vas m'envoyer loin, comme tout le monde. Je ne t'envoie nulle part pour le moment, » l'assura Béatrice, bien qu'elle n'ait aucune idée de ce qu'elle allait faire à long terme. « Tu resteras ici pendant que je règle les choses. » Gabriel la regarda avec suspicion. « Promis ?» Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Les promesses n'étaient pas quelque chose que Béatrice faisait à la légère. Dans les affaires, elle préférait les contrats et les accords légaux. Les promesses étaient trop facilement brisées, comme sa mère le lui avait appris il y a toutes ces années. « Je promets de ne prendre aucune décision concernant ton avenir sans te le dire d'abord. » Dit-elle enfin, cela sembla satisfaire Gabriel.
Ses épaules se détendirent légèrement et il se rassit. « J'ai un rendez-vous avec Elena Castro demain, » dit Béatrice. « Elle pourrait avoir des informations sur ta mère. Aimerais-tu venir ?»« Avec moi ?» Les yeux de Gabriel s'illuminèrent. « Madame Castro ?»« Oui, elle a toujours été gentille avec moi. Elle m'a donné des biscuits quand j'ai rendu visite à maman au travail. »« Donc, ta mère travaillait pour les Castro ?» Gabriel hocha la tête. Elle nettoyait leur maison 2 fois par semaine. Et parfois, elle aidait Madame Castro dans son jardin. Madame Castro était vraiment triste quand maman est tombée, malade. Une nouvelle pièce du puzzle se mit en place. Maria avait été la femme de ménage des Castro. C'est pourquoi Elena avait regardé Béatrice avec tant de reconnaissance. « Très bien alors, » dit Béatrice en se levant. « Nous irons, ensemble demain après-midi. Pour l'instant, pourquoi ne commanderais-tu pas quelque chose pour dîner? J'ai du travail à faire dans ma chambre. »« On ne peut pas manger ensemble, » demanda Gabriel avec espoir. La demande prit Béatrice au dépourvu. Dîner avec un enfant n'était pas quelque chose qu'elle avait prévu. Ses soirées étaient généralement consacrées au travail, et non à des conversations anodines autour d'un repas. « Je suppose que nous pourrions, » dit-elle hésitamment. « Aimerais-tu manger au restaurant en bas ?» Gabriel secoua rapidement la tête. « Les gens là-bas m'ont regardé bizarrement au petit déjeuner. On peut manger ici à la place. » Béatrice comprit son malaise. Le restaurant de l'hôtel était rempli de riches hommes d'affaires qui, à coup sûr, fixeraient un enfant comme Gabriel. « Très bien, on commandera le service en chambre. Laisse-moi prendre mon ordinateur portable dans ma chambre et je serai de retour dans 20 minutes. » Alors que Béatrice se dirigeait vers sa suite, son téléphone sonna. C'était Louisa de nouveau. « J'ai trouvé quelque chose d'autre, » dit son assistante sans préambule. « Il y a environ 10 ans, il y a eu un incendie dans un petit immeuble à Rio. Un jeune couple est mort, Ricardo et Sofia Mendes. Leur bébé a survécu. »« Quel rapport avec Gabriel ?» demanda Béatrice, en entrant dans sa chambre et en fermant la porte. Le bébé a été recueilli par une parente, une certaine Maria Albuquerque. Béatrice s'assit lourdement au bord de son lit. « Tu veux dire que Gabriel est ce bébé, que Maria l'a adopté après la mort de ses parents ?» Il semble probable. Le calendrier correspond à l'âge de Gabriel. Et il y a quelque chose d'autre. Le nom de jeune fille de Sofia Mendes était Albuquerque. Elle était apparentée à ma mère? J'essaie encore de le confirmer, dit Louisa. Mais si Sofia était apparentée à Maria et que Maria a élevé le fils de Sofia après sa mort, alors Gabriel pourrait être l'enfant de ma cousine, termina Béatrice, l'esprit bouillonnant. Mais pourquoi? Maria lui aurait-elle dit que j'étais sa sœur au lieu de ça? Quoi? Seconde cousine? Je ne sais pas, admit Louisa. Mais je vais continuer à creuser. Aussi, votre rendez-vous avec la banque à São Paulo a été reporté. À la semaine prochaine, vous avez donc quelques jours de plus à Serra Vista si vous en avez besoin. Après avoir raccroché, Béatrice fixa le mur, essayant de traiter cette nouvelle information. Si Gabriel était le fils de la nièce de sa mère, cela ferait de lui un membre de la famille. Une famille éloignée, mais de la famille quand même. Cela expliquerait la ressemblance. Mais cela n'expliquait pas pourquoi Maria lui avait laissé croire que Béatrice était sa sœur. À moins que Maria n'ait caché quelque chose de plus important encore, quelque chose qui les reliait, tous plus directement. Béatrice secoua la tête, essayant de clarifier ses pensées. Elle spéculait sans preuve, quelque chose qu'elle ne faisait jamais en affaires. Elle avait besoin de faits, de documents, de preuves. Avec un soupir, elle prit son ordinateur portable et retourna dans la chambre de Gabriel. La rencontre de demain avec Elena Castro pourrait éclairer cette situation de plus en plus compliquée. Quand elle frappa à la porte de Gabriel, il l'ouvrit avec un large sourire, clairement heureux qu'elle soit revenue comme promis. « J'ai commandé des pâtes et un gâteau au chocolat », annonça-t-il fièrement. L'homme au téléphone a dit que c'était le meilleur dessert qu'ils aient. Malgré tout, Béatrice se retrouva à sourire en retour. « Je n'ai pas mangé de gâteau au chocolat depuis des années. »« Pourquoi? Tu n'aimes pas ça ?» La question innocente fit hésiter Béatrice. La vérité était qu'elle s'était privée de tels plaisirs simples pendant si longtemps qu'elle avait oublié pourquoi. Était-ce de la discipline? La peur de perdre le contrôle? Ou simplement la conviction que les femmes d'affaires à succès ne se laissaient pas aller à un gâteau au chocolat? J'adorais ça quand j'avais ton âge, admit-elle. Ma mère, Maria, en faisait pour mon anniversaire. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent.
Vraiment? Elle en faisait aussi pour mes anniversaires, avec du glaçage, en plus. Le souvenir partagé créa un lien inattendu entre eux. Pour la première fois, Béatrice ressentit une étincelle de quelque chose qui ressemblait à un lien de parenté avec ce garçon. Ils ont dîné ensemble, Béatrice répondant aux questions curieuses de Gabriel sur son entreprise et sa vie à São Paulo. Il était vif et attentif, absorbant les informations comme une éponge. « Tu habites dans un manoir ?» demanda-t-il à mi-chemin de ses pattes. « Un appartement, » corrigea Béatrice. « Un penthouse dans un immeuble de grande hauteur avec vue sur la ville. Combien de pièces a-t-il? 3 chambres, un salon, une salle à manger, une cuisine et mon bureau à domicile. » Gabriel eut l'air impressionné. « C'est presque aussi grand que la maison de Madame Castro. Tu as un chien? » »« Non, pas d'animaux. Je voyage trop. »« Oh !» Gabriel eut l'air déçu. « Maman a toujours dit qu'on ne pouvait pas avoir de chien parce qu'on déménageait trop souvent. Je pensais que quand je serais grand, j'aurais une maison avec une grande cour et beaucoup de chiens. » Le simple rêve toucha quelque chose en Béatrice qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Quand avait-elle cessé de rêver de quelque chose d'autre que de la prochaine acquisition d'entreprise ou de la marge bénéficiaire après le dîner, tandis que Gabriel regardait la télévision, Béatrice travaillait sur son ordinateur portable, jetant occasionnellement un coup d'œil au garçon. Il luttait pour rester éveillé, ses paupières tombantes alors qu'il essayait de suivre le film à l'écran. « Il est l'heure de se coucher », dit Béatrice en fermant son ordinateur portable. « Ça a été une longue journée. » Gabriel ne discuta pas, ce qui lui dit à quel point il était vraiment fatigué. Alors qu'il montait dans le grand lit d'hôtel, il parut soudainement petit et vulnérable. « Seras-tu là quand je me réveillerai ?» demanda-t-il somnolent. « Oui, » dit Béatrice. « Je suis dans la chambre juste à côté du couloir si tu as besoin de quelque chose. » Gabriel hocha la tête, les yeux déjà fermés. « Bonne nuit, Béatrice. »« Bonne nuit, Gabriel. » De retour dans sa propre chambre, Béatrice se retrouva incapable de dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à Gabriel, à Maria, au réseau, de secrets qui semblaient entourer sa famille. Pendant des années, elle s'était convaincue qu'elle n'avait pas besoin de famille, qu'elle était mieux seule. Le succès et l'indépendance étaient tout ce qui comptait, mais en regardant Gabriel dormir, en voyant sa confiance absolue en elle, une femme qu'il venait de rencontrer, elle remettait en question tout ce qu'elle pensait savoir, sur elle-même. Son téléphone vibra avec un email de Louisa. Plusieurs vieux articles de journaux sur l'incendie de Rio étaient joints, y compris une photo du jeune couple décédé. Sofia Mendes avait les yeux de Maria, les mêmes yeux que Gabriel avait hérités. La dernière pièce jointe était une copie de l'acte de naissance de Gabriel. Mère, Sofia Mendes. Père, Ricardo Mendes. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans le document. La date de naissance ne correspondait pas à ce que Gabriel lui avait dit. D'après ce document, il était presque 1 an plus âgé qu'il ne le croyait. Un autre mensonge, un autre mystère. Béatrice se frotta les tempes, sentant un mal de tête arriver. Demain, elle rencontrerait Elena Castro et obtiendrait, espérons-le, des réponses. Mais pour l'instant, elle avait besoin de dormir. Alors qu'elle s'endormait, sa dernière pensée fut le visage de Gabriel lorsqu'il vit le gâteau au chocolat, une joie pure et simple. Quand était-ce la dernière fois qu'elle avait ressenti cela? Le lendemain matin, Béatrice fut réveillée par un coup à sa porte. Elle vérifia l'heure, 7h30, et fronça les sourcils. Elle ne s'attendait à personne. Quand elle ouvrit la porte, Gabriel se tenait là dans ses nouveaux vêtements, les cheveux dressés dans tous les sens. « J'avais peur que tu sois parti, » dit-il simplement. « Je t'ai dit que je serais là, » répondit Béatrice, essayant de contenir son irritation. Elle n'avait pas l'habitude de se faire interrompre son sommeil. « Je sais, mais... » Il s'arrêta, regardant ses pieds. Béatrice soupira, comprenant sa peur. « Je ne suis pas parti, et je ne vais pas partir sans te le dire. Maintenant, allons prendre le petit déjeuner. » Au petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, Gabriel semblait plus confiant que la veille. Il commanda des crêpes avec du sirop et mangea avec enthousiasme, tandis que Béatrice sirotait son café et vérifiait ses emails. « Que allons-nous faire aujourd'hui » demanda Gabriel lorsque son assiette fut vide. « J'ai du travail à terminer ce matin, » dit Béatrice. « Ensuite, nous prenons le thé avec Madame Castro à 3h. » Le visage de Gabriel s'affaissa. « Que suis-je censé faire ?» Jusque-là, la question prit Béatrice au dépourvu.
Elle n'avait jamais eu à divertir un enfant auparavant. « Je ne sais pas, Gabriel. Que fais-tu habituellement pendant la journée? Quand maman était vivante, j'allais à l'école, dit-il comme si c'était évident. Mais après, j'ai surtout essayé de trouver de la nourriture et un endroit sûr pour dormir. » La réponse brutale frappa Béatrice comme une gifle. Bien sûr, ce n'était pas un enfant en vacances. C'était un garçon qui avait vécu dans la rue, se battant pour survivre. « Je suis désolée, » dit-elle, les mots se sentant inadéquats. « Je n'y ai pas pensé. » Gabriel haussa les épaules, mais elle pouvait voir la douleur dans ses yeux. « Que dirais-tu de ceci ?» suggéra Béatrice, essayant de se reprendre. « Tu peux regarder la télévision dans ta chambre ce matin. Ensuite, après le déjeuner, on ira se promener avant de rencontrer Madame Castro. » Gabriel sembla satisfait de ce plan, et ils retournèrent, dans leur chambre. Béatrice essaya de se concentrer sur son travail, en examinant les contrats et en répondant aux emails, mais ses pensées n'arrêtèrent pas de dériver vers Gabriel. Que comptait-elle faire de lui à long terme? Même s'il était son parent éloigné, elle ne savait rien sur l'éducation d'un enfant. Sa vie à São Paulo était structurée autour du travail, pas de la famille. À midi, elle commanda le déjeuner pour eux deux, et ils mangèrent dans la chambre de Gabriel. Ensuite, comme promis, ils allèrent se promener dans la petite ville. Gabriel semblait connaître son chemin, montrant sa vieille école et le parc où il jouait. « C'est là que maman et moi habitions, » dit-il en montrant un immeuble, modeste dans une rue latérale. Au 2e étage, on pouvait voir le lever du soleil depuis la fenêtre de notre cuisine. Béatrice regarda l'immeuble, essayant d'imaginer sa mère, autrefois l'épouse d'un homme d'affaires, un prospère, vivant dans un endroit aussi modeste. « Étais-tu heureux ici ?» demanda-t-elle. Gabriel hocha la tête. « Maman travaillait beaucoup, mais quand elle était à la maison, on jouait à des jeux et elle me lisait des histoires. Elle m'a appris à lire quand j'étais très petit. Elle a fait de même. Pour moi, » dit Béatrice doucement. Ils continuèrent à marcher, et Gabriel la conduisit à un petit cimetière à la périphérie de la ville. Sans hésitation, il se dirigea vers une tombe simple, marquée d'une pierre unie. Maria Albuquerque, 958. 2023, mère bien-aimée, Béatrice fixa la tombe. Les émotions se faisant la guerre en elle. C'était réel. Sa mère avait été là tout le temps, élevant un autre enfant tandis que Béatrice construisait sa vie en croyant qu'elle était seule au monde. « Je viens parfois ici pour lui parler, » dit Gabriel. « Veux-tu dire quelque chose ?» Béatrice ne trouvait pas sa voix. Que pouvait-elle dire à la femme qui l'avait abandonnée, lui avait menti puis avait envoyé ce garçon la trouver au-delà de la tombe? « Tendu, dit-elle finalement. « Pas maintenant. » Ils quittèrent le cimetière en silence, Gabriel respectant sa réaction. Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison Castro pour leur rendez-vous pour le thé, Béatrice se retrouva à prendre la main de Gabriel. Le petit geste de connexion les surprit tous les deux, mais aucun ne se retira. La maison Castro était une grande maison élégante en bordure de la ville, entourée de jardins et de vieux arbres. Helena les accueillit à la porte, les yeux légèrement écarquillés lorsqu'elle vit Gabriel. « Gabriel, quelle merveilleuse surprise !» dit-elle en se baissant pour l'embrasser. « Je me suis tellement inquiétée pour toi depuis la mort de Maria. »« Je suis maintenant avec Béatrice, » dit Gabriel fièrement. « C'est ma sœur. » Les yeux d'Helena se tournèrent vers le visage de Béatrice, cherchant quelque chose. Puis elle sourit chaleureusement. « Bien sûr que oui. Et je suis si heureuse que vous vous soyez trouvés. S'il vous plaît, entrez. J'ai du thé et ces biscuits que tu aimes, Gabriel. » Alors qu'il suivait Helena dans un salon ensoleillé, Béatrice ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'Helena Castro savait beaucoup plus sur sa famille qu'elle ne le laissait paraître. Et d'ici la fin de cette visite, elle était déterminée à obtenir des réponses. Helena Castro versa le thé dans de délicates tasses en porcelaine, tandis que Gabriel grignotait joyeusement des biscuits, apparemment à l'aise dans l'élégant salon. Béatrice, cependant, ne pouvait pas se détendre. Elle était trop consciente que ce thé agréable était un prélude à des révélations qui pourraient changer sa vie à jamais. « Gabriel, » dit Helena doucement, « aimerais-tu aller voir les nouveaux chiots dans la maison du jardin? Roberto est là avec eux. La chienne mère a eu 5 petits la semaine dernière. » Les yeux de Gabriel s'illuminèrent. « Vraiment? Puis-je y aller ?» Il regarda Béatrice pour obtenir la permission, ce qui la surprit. Après seulement une journée, il la traitait déjà comme une figure d'autorité. « Bien sûr, » dit Béatrice, « nous serons juste ici. »
Dès que Gabriel courut vers le jardin, le sourire chaleureux d'Elena s'estompa, remplacé par une expression plus sérieuse. « Je vous attendais », dit-elle en posant sa tasse de thé. « Lorsque j'ai appris que vous veniez acheter l'usine, j'ai su que c'était le moment. » « Le moment de quoi exactement ?» demanda Béatrice le ton plus sec qu'elle ne l'avait souhaité. « Le moment de la vérité », répondit Elena en se levant et en se dirigeant vers un bureau antique situé dans un coin de la pièce. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe scellée. « Maria m'a demandé de vous remettre ceci si jamais vous veniez chercher Gabriel. » Béatrice prit l'enveloppe, fixant l'écriture familière de sa mère sur le devant. Pour Béatrice. « Vous connaissiez bien ma mère ?» demanda-t-elle, n'étant pas encore prête à ouvrir la lettre. Elena s'assit de nouveau, en soupirant. « Depuis 10 ans, oui. Elle faisait le ménage chez nous, mais elle est devenue plus qu'une employée. Elle était mon amie. » « Vous a-t-elle parlé de moi? De la façon dont elle m'a abandonné à 18 ans? Elle m'a tout raconté ?» dit Elena, sa voix s'adoucissant. « Le jeu de votre père. Comment il a tout perdu, ce que votre famille possédait. Sa dépression après son départ. Comment elle avait le sentiment de vous freiner durant votre première année d'université. Béatrice ne s'attendait pas à cela, entendre les secrets de sa famille évoqués aussi ouvertement par une étrangère. Ce n'est pas une excuse pour abandonner sa fille, dit-elle froidement. Non, ce ne l'est pas, acquiesça Elena. Maria le savait. Elle le regretta chaque jour de sa vie. Mais au moment où elle réalisa son erreur, vous étiez déjà en train de construire votre entreprise, de réussir. Elle pensait que vous vous en sortiriez mieux sans elle. Alors elle a juste, fondé une nouvelle famille? Trouvé un enfant de remplacement? Elena secoua la tête. Ce n'était pas comme ça. Après avoir quitté Sao Paulo, Maria a travaillé comme femme de ménage à Rio. C'est là qu'elle a rencontré Sofia, sa nièce. Sofia Mendes, dit Béatrice, se souvenant de ce que Luisa avait trouvé. La mère biologique de Gabriel. Oui, Sofia était la fille du frère de Maria. Elle et son mari Ricardo étaient très jeunes lorsqu'ils ont eu Gabriel. Ils ont eu des difficultés financières et Maria les a aidés autant qu'elle le pouvait. Et puis ils sont morts dans un incendie, dit Béatrice, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. Elena hocha tristement la tête. Ce fut dévastateur. La seule raison pour laquelle Gabriel a survécu, c'est qu'il passait la nuit chez Maria. Après l'incendie, il n'y avait plus personne pour l'accueillir. Il n'était qu'un nourrisson. Donc, Maria l'a adopté et l'a élevé comme son propre fils, conclut Béatrice. Mais pourquoi lui dire que j'étais sa sœur? Pourquoi ne pas lui dire la vérité, que j'étais sa cousine? Elena hésita, jetant un coup d'œil par la fenêtre où Gabriel était visible, jouant avec des chiots dans le jardin. « Ce n'est pas à moi de l'expliquer, » dit-elle finalement. « Lisez la lettre de Maria, elle voulait vous le dire elle-même. » Béatrice regarda l'enveloppe dans ses mains. Désirait-elle même savoir ce que sa mère avait à dire après toutes ces années? Une partie d'elle voulait déchirer la lettre sans la lire, nier à Maria la chance de s'expliquer ou de demander pardon. Mais Gabriel méritait des réponses, et elle aussi. Avec des mains fermes, elle ouvrit l'enveloppe et déplia plusieurs pages couvertes de l'écriture de sa mère. « Ma très chère Béatrice, si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie et que tu as rencontré Gabriel. Tout d'abord, je dois te dire ce que j'ai voulu te dire pendant 23 ans. Je suis profondément désolé de t'avoir quitté. Ce fut la plus grande erreur de ma vie et je l'ai payée par une vie entière de regrets. Tu méritais mieux qu'une mère qui s'enfuit quand les choses deviennent difficiles. Ton père nous avait laissés ruinés par son jeu et j'étais tellement déprimé que je pouvais à peine sortir du lit. Je me suis convaincu que tu serais mieux sans moi, que je te freinais dans tes études. Ce fut une décision égoïste que je ne me suis jamais pardonnée. Au moment où j'ai réalisé mon erreur terrible, tu faisais déjà les gros titres avec ta nouvelle entreprise. J'étais si fière de toi, mais aussi honteuse. Quel droit avais-je de réintégrer ta vie après t'avoir abandonné? Et ainsi ma lâcheté a continué. J'ai suivi ta carrière de loin, collectionnant chaque article de presse, célébrant chaque succès comme si j'avais le droit de ressentir de la fierté. Puis Sofia est entrée dans ma vie. Elle était la fille de mon frère Antonio, bien que tu ne l'aies jamais rencontrée parce que nos familles ont perdu le contact après la mort de ton grand-père. Lorsque Sofia et son mari Ricardo ont eu le bébé Gabriel, ils étaient en difficulté. Je les ai aidés autant que possible, en partie pour expier ma faute envers toi. Lorsqu'ils sont morts dans cet incendie terrible,
Il n'était pas question que je n'élève pas Gabriel. Il n'avait que 8 mois et il n'avait plus personne. Maintenant, je dois te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à une autre âme, pas même à Gabriel. 2 ans après l'avoir recueilli, j'ai reçu une lettre de la mère de Ricardo. Elle avait été séparée de son fils et n'avait pas été au courant de l'incendie ni de Gabriel. Elle était atteinte d'un cancer et voulait faire la paix avec sa famille. Dans sa lettre, elle a révélé quelque chose qui a tout changé. Ricardo n'était pas le père biologique de Gabriel. Avant que Sofia n'épouse Ricardo, elle a eu une brève relation avec un autre homme, une relation que ses parents désapprouvaient. Elle est tombée enceinte, mais l'homme était déjà parti. Lorsqu'elle a rencontré Ricardo des mois plus tard, il a accepté l'enfant comme le sien et ils se sont mariés rapidement. Béatrice, l'homme avec qui Sofia était impliquée, avant Ricardo était Juan Albuquerque. Ton père, mon mari. Cela signifie que Gabriel n'est pas seulement ton cousin, il est ton demi-frère. Béatrice cessa de lire, ses mains tremblaient si fort que le papier bruissait. La pièce semblait pencher et tourner autour d'elle. « Vas-tu bien ?» demanda Elena inquiète. « Le saviez-vous » demanda Béatrice, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Saviez-vous ce qu'il y avait dans cette lettre ?» Elena secoua la tête. « Maria ne m'a jamais dit ce qu'elle avait écrit. Elle m'a seulement fait promettre de te le donner si tu venais chercher Gabriel. » Béatrice se força à continuer à lire. « J'ai confirmé cela avec un test ADN lorsque Gabriel avait 3 ans. J'avais gardé une mèche de tes cheveux dans un médaillon, celui avec ta photo de bébé que je portais toujours. Le test a confirmé ce qu'avait affirmé la mère de Ricardo. Gabriel est le fils de ton père. Je ne savais pas comment traiter cette information. Ton père, qui nous avait abandonnés et ruiné nos vies, avait engendré un autre enfant avec ma propre nièce. La trahison se faisait sentir à nouveau, mais Gabriel était innocent dans tout cela. Il n'était qu'un enfant, qui avait besoin d'amour. Et en l'élevant, j'ai commencé à te voir en lui, pas seulement Juan. Sa curiosité, sa détermination, son sourire, ils m'ont rappelé toi à son âge. Je lui ai dit que tu étais sa sœur, parce que c'était la vérité, même si toute l'histoire était plus compliquée qu'un enfant ne pouvait le comprendre. Et j'espérais qu'un jour, lorsqu'il serait plus âgé, j'aurais le courage de te contacter et de vous réunir tous les deux, pour te demander pardon et te donner la chance de connaître ton frère. Ma maladie m'a enlevé cette chance. Les médecins disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps et je suis trop faible pour me rendre à São Paulo pour te trouver. J'ai donc fait promettre à Gabriel que si quelque chose m'arrivait, il te trouverait. C'est égoïste de ma part, je sais, de vous imposer ce fardeau à tous les deux, mais je ne peux pas supporter l'idée que Gabriel soit seul au monde ou que tu ne saches jamais que tu as un frère qui partage ton sang. Je n'attends pas ton pardon, Béatrice. Ce que j'ai fait était impardonnable. Mais je te prie de donner une chance à Gabriel. C'est un garçon merveilleux qui a beaucoup d'amour à donner. Et il est ta famille, peut-être la seule famille qu'il te reste. Quoi que tu décides, sache que je t'ai aimé chaque jour depuis ta naissance, même lorsque je n'ai pas su le montrer. Et je suis très fier de la femme que tu es devenue. Avec tout mon amour et mes regrets les plus profonds, ta mère, Maria Béatrice, plia lentement la lettre, son esprit tourbillonnant face aux révélations. Gabriel était son demi-frère. Son père avait trompé sa mère avec sa propre nièce. Le réseau de trahison et de secrets était presque trop complexe à comprendre. « Béatrice, » dit Elena doucement, « qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» Béatrice leva les yeux, surprise de trouver des larmes qui coulaient sur son visage. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait pleuré. Elle a dit que Gabriel est « mon demi-frère », dit-elle, la voix épaissie d'émotion. « Même père, mère différente. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. « Je n'en avais aucune idée. Maria ne... » Elle a gardé le secret. « Pour tout le monde, » dit Béatrice en essuyant ses larmes. « Même Gabriel ne connaît pas toute la vérité. » Par la fenêtre, elle pouvait voir Gabriel dans le jardin, riant, tandis qu'un chiot lui léchait le visage. Son frère, le fils de son père, le résultat innocent d'une trahison qui s'était produite bien avant sa naissance. « Que lui direz-vous » demanda Elena. « Je ne sais pas, » admit Béatrice. « Il a déjà tellement traversé. Apprendre que sa grand-mère était en fait sa mère adoptive, que sa mère biologique était sa nièce. Et maintenant ça, c'est trop pour un enfant à gérer. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le croit, dit Elena doucement. Mais vous n'êtes pas obligé de tout décider aujourd'hui.
Béatrice hocha la tête, se sentant soudainement épuisée. En seulement 2 jours, sa vie soigneusement structurée avait été complètement bouleversée. Elle était venue à Serra Vista pour acquérir une usine et avait plutôt acquis un frère et une histoire qu'elle ignorait. « Il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir, » dit Elena, interrompant ses pensées. « Maria n'a pas seulement laissé Gabriel avec des instructions pour vous trouver. Elle a laissé des documents légaux vous nommant comme sa tutrice en cas de décès. Oui, mon assistante a trouvé cette information, dit Béatrice, mais je n'y ai jamais consenti. Légalement, je pourrais la contester. Vous le pourriez? Acquiesça Elena. Mais alors Gabriel finirait probablement dans le système de placement familial. Maria n'avait pas beaucoup d'amis, et ceux qu'elle avait ne sont pas en mesure d'accueillir un enfant. La pensée que Gabriel soit passé d'un foyer d'accueil à un autre fit battre le cœur de Béatrice de façon inattendue. Malgré ses réserves, malgré les complications, elle ne pouvait supporter l'idée de l'abandonner, pas après tout ce qu'il avait déjà perdu. Nous lui avons permis de rester avec nous pendant la journée depuis le décès de Maria, continua Elena. Mais la nuit, il ne nous disait pas où il dormait. Nous soupçonnions qu'il restait dans l'ancien appartement de Maria, bien que le propriétaire l'ait déjà loué à quelqu'un d'autre. Roberto a essayé de le convaincre de rester avec nous, mais Gabriel était déterminé à vous attendre. Il ne me connaissait même pas, dit Béatrice, étonnée de la foi du garçon. Comment pouvait-il être si sûr que je l'aiderais? Parce que Maria lui a dit que vous le feriez, dit Elena simplement. Elle lui a dit que vous étiez forte, intelligente et que vous faisiez toujours ce qu'il fallait. Il la croyait complètement. La porte du jardin s'ouvrit et Gabriel courut dans le salon, le visage rouge d'excitation. « Béatrice, les chiots sont si petits et mignons. Madame Castro dit que ce sont des labradors et qu'ils deviendront de grands chiens. Peut-on aller les revoir avant de partir? »« Bien sûr, » dit Béatrice en rangeant rapidement la lettre de sa mère dans son sac à main. « As-tu remercié Monsieur Castro de vous les avoir montrés? »« Oui, » dit Gabriel fièrement. « J'ai de bonnes manières. Maman me l'a appris. » La simple déclaration transperça le cœur de Béatrice. Maria l'avait bien élevée, malgré tout. « Gabriel, » dit Elena en lui offrant un autre biscuit, « Béatrice et moi avons parlé de ce qui va se passer ensuite. Maintenant que tu as trouvé... Ta sœur, qu'espères-tu » Gabriel regarda les 2 femmes, soudain sérieux. « Je veux rester avec Béatrice, » dit-il sans hésitation. « Maman a dit que nous sommes une famille, et que la famille reste unie. J'habite à São Paulo, » dit Béatrice prudemment. « C'est très différent de Serra Vista. Ma vie est compliquée. Je travaille de longues heures, je voyage pour affaires. Je peux être silencieux quand tu travailles, promis. » Gabriel avec empressement. « Et je suis bon à l'école. Je peux avoir de bonnes notes et ne pas causer de problème. » Le désespoir dans sa voix était douloureux à entendre. Il essayait si fort de se rendre digne d'être gardé, de prouver qu'il ne serait pas un fardeau. « Gabriel, il ne s'agit pas d'être bon ou silencieux, » tenta d'expliquer Béatrice. « Il s'agit de ce qui est le mieux pour toi. Tu as déjà connu beaucoup de changements et de pertes dans ta vie. »« Mais maman a dit que tu prendrais soin de moi, » insista Gabriel, sa voix montant de panique. « Elle l'a promis. Et je ferai en sorte que tu sois prise en charge, » lui assura Béatrice. « Je ne sais pas encore à quoi cela se ressemblera. » Le visage de Gabriel s'affaissa et il baissa les yeux sur ses mains. « Tu ne me veux pas, » dit-il doucement. « Ce n'est pas grave. Personne ne le fait. »« Ce n'est pas vrai, » dit fermement Béatrice, se surprenant elle-même de l'intensité de sa réponse. « Gabriel, regarde-moi. » Il leva les yeux à contre-cœur et Béatrice y vit de la même peur qu'elle avait ressentie lorsque sa mère l'avait quittée, la peur d'être seule au monde. « Je ne t'abandonne pas, » dit-elle. « Je te le promets. Nous allons régler ça ensemble. Cela va juste prendre un peu de temps. » Gabriel étudia son visage, cherchant la vérité dans ses paroles. « Alors je peux rester avec toi pour le moment? »« Oui, » répondit Béatrice. « Pour l'instant, nous restons ensemble pendant que je règle les choses à São Paulo. » Un soulagement traversa le visage de Gabriel, et il sourit, un sourire sincère et confiant qui le faisait ressembler encore plus aux photos que Béatrice avait vues de son père jeune homme, son frère. La pensée était encore étrange, mais plus aussi choquante qu'elle ne l'avait été lorsqu'elle avait lu la lettre de Maria pour la première fois. « Merci pour le thé, Madame Castro, » dit Béatrice en se levant. « Et pour tout le reste ?»« Bien sûr, » répondit Elena chaleureusement. «
Vous êtes tous les deux les bienvenus ici à tout moment. Et Béatrice, si vous avez besoin de quoi que ce soit, conseil, soutien, quelqu'un à qui parler, n'hésitez pas à m'appeler. » Elle tendit à Béatrice une carte avec son numéro de téléphone. « Maria était mon amie, mais j'aimerais aussi être la vôtre si vous le voulez bien. » La sincérité dans la voix de la femme plus âgée toucha Béatrice de manière inattendue. Elle avait gardé les gens à distance pendant si longtemps que les offres d'amitié sincère lui semblaient étrangères. « Merci, » dit-elle en rangeant la carte dans sa poche. Gabriel dit au revoir à Madame Castro. Nous devrions retourner à l'hôtel. Pendant la marche de retour à l'hôtel, Gabriel glissa sa petite main dans celle de Béatrice, bavardant avec excitation sur les chiots. Béatrice le laissa parler, son esprit toujours en train de traiter tout ce qu'elle avait appris. La trahison de son père n'avait plus le pouvoir de la blesser. Il était absent de sa vie depuis trop longtemps. Mais la tromperie de sa mère et sa tentative désespérée finale de réunir ses enfants était un mélange complexe de colère, de chagrin et de quelque chose qui ressemblait à du pardon. Et Gabriel, le centre innocent de cette tempête, son frère, qu'allait-elle faire de lui? Sa vie n'avait pas de place pour les enfants. Son appartement était une vitrine d'objets coûteux et fragiles. Ses journées étaient remplies de réunions et d'appels professionnels. Pourtant, la pensée de l'envoyer loin, de continuer sa vie comme s'il n'avait jamais existé, la remplissait d'un étrange vide. De retour à l'hôtel, Béatrice appela Louisa pour la mettre au courant de la situation. « Donc le garçon est vraiment ton frère », dit Louisa, ayant l'air aussi choquée que Béatrice l'avait été. « Demi-frère », corrigea Béatrice. « Même père, mère différente. Et ta mère l'a élevé sans jamais te le dire. C'est beaucoup à assimiler. » « Pour le moins. » admit Béatrice, lançant un coup d'œil à Gabriel qui regardait des dessins animés à la télévision de l'hôtel. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Louisa posa la question que Béatrice avait évitée. « Je ne sais pas encore, mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Premièrement, contacte notre service juridique. J'ai besoin de comprendre ce qui est impliqué pour devenir sa tutrice légale. Deuxièmement, trouve des informations sur les bonnes écoles à São Paulo, celles qui peuvent gérer un enfant qui pourrait avoir besoin d'un soutien supplémentaire pour s'adapter. Donc, tu le ramènes avec toi ?» Louisa avait l'air surprise. « Pour l'instant, oui, dit Béatrice. Je ne peux pas le laisser ici, il n'a personne d'autre. »« Et ton emploi du temps ? Le voyage au Japon le mois prochain, les réunions du conseil d'administration, les présentations aux investisseurs. Je trouverai une solution, dit Béatrice, se surprenant elle-même de sa détermination. Une étape à la fois. Après avoir terminé l'appel, Béatrice s'assit à côté de Gabriel sur le canapé. « Tu veux regarder autre chose ?» demanda-t-elle en hochant la tête vers la télévision. Gabriel secoua la tête. « Puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Vas-tu me dire ce qu'il y avait dans la lettre de maman ?» La question prit Béatrice au dépourvu. Elle avait sous-estimé sa perspicacité. « Tu savais que Madame Castro m'a donné une lettre de ta mère ?» Gabriel hocha la tête. « Je l'ai vue la sortir du bureau. Maman m'a dit qu'elle laissait des lettres aux personnes importantes, au cas où quelque chose lui arriverait. Elle m'en a laissé une aussi, mais je ne peux pas lire tous les mots. Aimerais-tu que je t'aide à la lire un jour ?» proposa Béatrice. « Oui, s'il te plaît, » dit Gabriel. Puis, revenant à sa question initiale, « Alors, qu'est-ce que la lettre de maman t'a dit ?» Béatrice prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas tout lui dire, pas encore. Mais elle ne pouvait pas non plus lui mentir. Elle a dit qu'elle était désolée de m'avoir quitté quand j'étais plus jeune, et qu'elle voulait qu'on soit ensemble parce qu'on est une famille. « A-t-elle expliqué pourquoi elle m'a dit que tu étais ma sœur ?» demanda Gabriel, les yeux sérieux. « Oui, » dit Béatrice avec précaution. « Elle a expliqué que c'est compliqué, Gabriel, mais elle ne te mentait pas. Nous sommes frères et sœurs, demi-frères et sœurs. Nous avons le même père, mais des mères différentes. » Le sourcil de Gabriel se fronça tandis qu'il traitait cette information. « Donc ma vraie maman n'était pas ta maman ?»« Non, ta mère biologique était Sophia, la nièce de Maria. Cela faisait de Maria ta grand-tante. Mais elle t'a adopté et t'a élevé comme son fils après la mort de Sophia. Et mon vrai père était aussi ton père ?» Gabriel réfléchit. « Un instant. Est-ce que ton père, notre père, est encore en vie ?»« Non, dit Béatrice. Il est mort il y a de nombreuses années. » Ce n'était pas tout à fait vrai. La dernière fois que Béatrice avait eu des nouvelles, Juan Albuquerque vivait quelque part en Argentine avec sa troisième femme. Mais il était mort pour elle depuis le jour où il était parti.
laissant sa mère gérer ses dettes de jeu. Donc nous sommes vraiment frères et sœurs? Juste pas de la même mère? C'est ça. Le visage de Gabriel s'illumina. C'est bien. J'ai toujours voulu une sœur ou un frère. Maman a dit que j'en avais un, mais qu'elle était loin. C'était toi, n'est-ce pas? Oui, c'était moi. Et maintenant nous nous sommes retrouvés comme maman le voulait. La simplicité avec laquelle il accepta la vérité complexe toucha profondément Béatrice. Les enfants avaient la capacité de transcender les complications pour atteindre ce qui importait vraiment. Maintenant nous nous sommes retrouvés, a acquiesça-t-elle doucement. Alors je peux venir vivre avec toi à São Paulo, dans ton grand appartement avec toutes ces pièces? Béatrice hésita. Elle n'était toujours pas sûre de ce qui était la bonne décision, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas supporter de voir l'espoir dans ses yeux s'éteindre. Oui, tu viendras à São Paulo avec moi, dit-elle. Nous devrons prendre quelques dispositions. L'école pour toi, des changements à mon emploi du temps, peut-être même un appartement plus grand éventuellement. Gabriel se jeta dans ses bras, la serrant fort. Merci, merci, merci. Béatrice se figea un instant, n'étant pas habituée à de telles démonstrations d'affection physique. Puis, lentement, elle passa ses bras autour de lui, rendant l'étreinte. « Nous allons y aller un jour à la fois, d'accord ?» dit-elle lorsqu'il se retira enfin. « Ce ne sera peut-être pas facile. Nous sommes tous les deux habitués à vivre très différemment. »« Je sais, » dit Gabriel sérieusement. « Mais maman a toujours dit que la famille valait la peine de travailler dur. » Béatrice y réfléchit, à la mère qui l'avait abandonnée, puis avait passé des années à collecter des coupures de journaux sur son succès. La mère qui avait élevé son demi-frère et lui avait inculqué des valeurs comme la loyauté familiale et la persévérance. La mère qui, dans son dernier acte, avait essayé de réunir ses enfants. Peut-être avait-elle raison à ce sujet. Ça m'admit, Béatrice. Ce soir-là, après que Gabriel se fut endormi dans sa chambre d'hôtel, Béatrice s'assit près de la fenêtre, regardant les rues calmes de Serra Vista. En seulement 3 jours, sa vie avait complètement changé. Elle était venue dans cette petite ville pour acquérir une usine et avait trouvé un frère et une histoire qu'elle ne connaissait pas. Demain, il retournerait à São Paulo. Elle présenterait Gabriel à son monde de gratte-ciel, de réunions du conseil d'administration et de dîners d'affaires. Elle devrait faire de la place dans sa vie soigneusement organisée pour l'aide aux devoirs, les films pour enfants et les routines du coucher. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des défis, des ajustements et probablement plus que quelques larmes en cours de route. Mais en regardant le visage paisible de Gabriel endormi, Béatrice ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un sentiment d'utilité au-delà des marges bénéficiaires et des acquisitions d'entreprise. Cet enfant, son frère, avait besoin d'elle. Et peut-être, bien qu'elle commençait seulement à l'admettre, elle avait aussi besoin de lui. Son téléphone vibra avec un message de Roberto Castro. Les contrats pour l'achat de l'usine étaient prêts à être signés demain matin avant son départ. Les affaires, la réalité, la vie qu'elle s'était construite. Mais maintenant, il y avait aussi Gabriel, une nouvelle réalité à intégrer à l'ancienne. Béatrice envoya une rapide confirmation à Roberto, puis retourna à observer Gabriel dormir. Demain apporterait des défis, mais pour ce soir, il suffisait de savoir qu'elle n'était plus seule au monde. Elle avait une famille, et pour la première fois en 23 ans, cette pensée apportait du réconfort plutôt que de la douleur. Le matin, Béatrice se réveilla pour trouver Gabriel assis au bord de son lit, déjà vêtu de ses nouveaux vêtements, un sac à dos qu'elle ne reconnaissait pas s'étant jeté par-dessus son épaule. « Madame Castro a déposé ça », expliqua-t-il en voyant son regard interrogateur. « Il y a mes livres scolaires et quelques vêtements qu'elle a récupérés de l'appartement de maman avant que le propriétaire ne le vide. » Béatrice s'assit, passant une main dans ses cheveux. « Quelle heure est-il » ? « 7h30, dit Gabriel fièrement. « Je ne t'ai pas réveillé plus tôt parce que tu dormais si paisiblement. » La pensée qu'il la regardait dormir aurait pu la déranger il y a quelques jours. Maintenant, elle sourit simplement à sa considération. « Merci. As-tu faim ?»« Qu'infamé !» admit-il avec un sourire. Au petit déjeuner, Béatrice décrivit les plans de la journée. « Premièrement, je dois signer les contrats pour l'achat de l'usine. Ensuite, nous prendrons le vol de l'après-midi pour São Paulo. C'est environ 1h30 dans les airs. Je n'ai jamais pris l'avion auparavant, dit Gabriel, les yeux grands d'excitation et un soupçon de nervosité. C'est parfaitement sûr, l'assura Béatrice.
Et la vue est incroyable lorsque vous êtes au-dessus des nuages. Après le petit déjeuner, ils se rendirent à l'usine Castro pour la signature du contrat. Roberto et Elena furent chaleureux et serviables, traitant Gabriel comme un petit-fils et lui faisant visiter l'usine pendant que Béatrice s'occupait des papiers. « C'est un garçon merveilleux », dit Elena lorsqu'ils eurent un moment seuls. « Maria a fait du bon travail avec lui malgré tout. »« Oui, elle l'a fait », acquiesça Béatrice, trouvant plus facile de reconnaître les qualités positives de sa mère maintenant qu'elle comprenait mieux l'histoire. « Et tu le ramènes vraiment à Sao Paulo ?» demanda Elena. « Tu es sûr ?»« Aussi sûr que je peux l'être, » dit Béatrice honnêtement. « Ce ne sera pas simple, mais c'est mon frère. Nous appartenons ensemble. » Elena sourit, les yeux légèrement embués. « Maria serait si heureuse de t'entendre dire ça. C'est ce qu'elle espérait au final, que ses enfants se retrouvent et guérissent la famille qu'elle avait brisée. » Plus tard, alors que leur voiture se dirigeait vers le petit aéroport régional, Gabriel pressa son visage contre la vitre, regardant Serra Vista disparaître derrière eux. « On reviendra un jour ?» demanda-t-il. « Bien sûr, » dit Béatrice. « Je possède maintenant une usine ici, tu te souviens? Je devrais venir régulièrement, et nous pouvons rester en contact avec les Castro. Ils tiennent beaucoup à toi. » Gabriel hocha la tête, satisfait. « Je vais manquer certaines choses, comme le parc et mon école. Mais j'ai hâte de voir Sao Paulo. Est-ce vraiment aussi grand qu'on dit? »« Plus grand, » dit Béatrice avec un sourire. « Cela peut sembler accablant au début, mais tu t'y habitueras. » Alors qu'ils embarquaient dans le petit jet, Béatrice était passée d'un vol commercial à l'avion privé de son entreprise pour rendre le premier vol de Gabriel plus confortable. Elle le regarda tout observer avec des yeux grands et curieux. « C'est chic, » murmura-t-il, alors qu'il s'installait dans les sièges en cuir moelleux. « L'un des avantages d'être le patron, » dit Béatrice en l'aidant avec sa ceinture de sécurité. Au décollage, Gabriel lui serra la main, les yeux fermés. Béatrice lui rendit la pression, offrant des encouragements silencieux. Une fois dans les airs, il se détendit et regarda par la fenêtre avec émerveillement. « Tout a l'air si petit d'ici haut », s'émerveilla-t-il. « Comme une ville de jouets. » En observant son étonnement, Béatrice ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Voir le monde à travers les yeux d'un enfant, à travers les yeux de son frère, donnait à toute une nouvelle perspective. Son téléphone vibra, des messages professionnels arrivaient, des problèmes qui, une semaine auparavant, semblaient d'une importance capitale, mais qui maintenant lui apparaissaient lointains et gérables. Elle s'en occuperait, bien sûr. Elle restait Béatrice Albuquerque, PDG et femme d'affaires, mais elle découvrait aussi une autre facette d'elle-même, une sœur, une protectrice, peut-être même, avec le temps, une figure maternelle. Béatrice, la voix de Gabriel la tira de ses pensées. Merci de ne pas m'avoir envoyé loin. La simple gratitude dans sa voix lui serra le cœur. Je ne t'aurais jamais envoyé loin, Gabriel. Nous sommes une famille, et la famille reste unie. Il sourit, visiblement réconforté par ses paroles, et retourna à contempler les nuages par la fenêtre. Béatrice l'observa, ce cadeau inattendu apparu dans sa vie il y a seulement 3 jours. L'héritage final de sa mère n'était pas l'abandon ou la trahison, mais cet enfant qui avait ravivé ce que Béatrice avait oublié comment ressentir, le lien, la compassion et la simple joie de ne pas être seule. Alors que l'avion les transportait vers Sao Paulo et leur nouvelle vie ensemble, Béatrice remercia silencieusement Maria pour ce dernier acte de maternité, réunir ses enfants et leur donner à tous deux une chance d'avoir la famille qu'ils méritaient. « C'est là que vous habitez ?» demanda Gabriel, les yeux grands, ouverts lorsque l'ascenseur s'ouvrit directement sur l'appartement penthouse de Béatrice. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur les toits de Sao Paulo, scintillant sous le soleil de fin d'après-midi. « Oui », répondit Béatrice, observant sa réaction avec amusement. « C'est la maison. » Gabriel fit quelques pas hésitants à l'intérieur, clairement intimidé par le mobilier élégant et moderne et les œuvres d'art coûteuses accrochées au mur. L'appartement était impeccable, un espace minimaliste conçu pour un professionnel célibataire, pas pour un enfant. « C'est tellement propre », murmura-t-il, se tenant maladroitement au milieu du salon, craignant de toucher quoi que ce soit. Béatrice déposa leur sac près de la porte. « Tu peux regarder autour de toi, Gabriel. C'est ta maison maintenant aussi. » Ces mots étaient étranges à prononcer.
Pendant 15 ans, cet appartement avait été son sanctuaire privé, un endroit où elle pouvait échapper aux pressions du travail et être complètement seule. Maintenant, elle le partageait avec un garçon de 10 ans qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine. Gabriel erra dans l'appartement, regardant dans les pièces sans y entrer, comme un visiteur dans un musée craignant de franchir les cordes. « De velours. Où vais-je dormir ?» demanda-t-il finalement. « J'ai 2 chambres d'amis, » répondit Béatrice, le conduisant dans le couloir. « Tu peux choisir celle que tu préfères. » La première chambre d'amis était décorée dans des tons neutres, avec un lit queen size et des œuvres d'art abstraites au mur. La seconde était similaire, mais possédait une grande fenêtre donnant sur une autre partie de la ville. « Celle-ci, » dit Gabriel, choisissant la chambre avec la plus belle vue. « Si ça ne vous dérange pas. »« Bien sûr, » dit Béatrice. « Demain, on pourra acheter des choses pour la rendre plus à toi. » Gabriel déposa son sac à dos soigneusement sur la couette immaculée. « Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses, » la rassura-t-il. « Eh bien, il te faudra des vêtements, des fournitures scolaires, peut-être des décorations pour ta chambre, » dit Béatrice, créant mentalement une liste de courses. « Et des jouets, des livres, tout ce que tu aimes. » Gabriel leva les yeux vers elle, les yeux incertains. « Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour moi. » Cette déclaration, si adulte et prévenante, prit Béatrice au dépourvu. « Gabriel, j'ai plus qu'assez d'argent, et tu es mon frère. Je veux que tu sois à l'aise ici. » Il hocha lentement la tête, toujours pas entièrement convaincu. « Merci. » Le téléphone de Béatrice vibra dans sa poche. Louisa appelait à nouveau. « Je dois prendre ça, » dit-elle à Gabriel. « Pourquoi tu ne déballerais pas tes affaires? La salle de bain est derrière cette porte si tu veux te laver après le vol. » Dans le salon, Béatrice répondit à l'appel. « Oui, Louisa, j'ai reporté vos rendez-vous de demain comme demandé, » dit son assistante efficacement. « Les membres du conseil voudraient savoir quand vous serez disponible pour discuter de l'acquisition de Serra Vista. Et le service juridique a les papiers prêts concernant la tutelle de Gabriel. Ils auront besoin que vous veniez les signer. »« Dites au conseil que j'aurai un rapport prêt d'ici vendredi, » répondit Béatrice. « Et je viendrai signer les papiers de tutelle demain après-midi. »« Il y a encore une chose, » ajouta Louisa. « J'ai contacté plusieurs écoles privées, comme vous l'avez demandé. La plupart n'acceptent pas les transferts en milieu d'année, mais São Paulo Academy a une place disponible. Ils souhaitent vous rencontrer, vous et Gabriel, demain matin à 9 h. Aussi vite, Béatrice fut surprise. « J'ai peut-être mentionné qui vous étiez, » admit Louisa. « Le directeur est très intéressé à discuter d'un don potentiel pour leur nouveau bâtiment scientifique. » Béatrice sourit. L'efficacité de Louisa était la raison pour laquelle elle était une assistante si précieuse. « Merci, nous serons là. » Après avoir raccroché, Béatrice alla voir Gabriel. Elle le trouva debout près de la fenêtre de sa nouvelle chambre, contemplant la ville en contrebas. « C'est tellement grand, » dit-il sans se retourner. « Je ne vois même pas où ça se termine. »« São Paulo est l'une des plus grandes villes du monde, » lui dit Béatrice, le rejoignant à la fenêtre. « Près de 13 millions de personnes y vivent. » Gabriel leva les yeux vers elle avec étonnement. « C'est plus de gens que je ne peux imaginer. Parfois, j'ai cette même impression, » admit Béatrice. « C'est pourquoi je vis ici haut, pour avoir un peu de distance avec tout ça. » Gabriel hocha la tête pensivement. « C'est comme être sur une île dans le ciel. » L'observation poétique surprit Béatrice. Il y avait une sensibilité chez ce garçon qui lui rappelait elle-même à son âge, avant que la vie ne lui ait appris à construire des murs autour de ses émotions. « As-tu faim ?» demanda-t-elle. « On pourrait commander à manger. »« On peut ?» demanda Gabriel, se redressant. « On peut prendre des pizzas ? Maman ne me les permettait que pour des occasions spéciales. »« Des pizzas, ce sera ça » accepta Béatrice, réalisant qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait commandé des pizzas. Ses dîners habituels étaient soit des repas d'affaires dans des restaurants coûteux, soit de simples salades mangées à son bureau tout en travaillant. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la nourriture, Béatrice fit faire une vraie visite, de l'appartement à Gabriel, lui expliquant comment fonctionnait le système de divertissement et lui montrant où se trouvait tout dans la cuisine. « Je ne cuisine pas beaucoup, » admit-elle. « Je ne suis pas assez à la maison pour que ça vaille la peine. Maman m'a appris à cuisiner certaines choses, » proposa Gabriel. « Des choses simples comme les pâtes et le riz. Je peux aider si vous voulez. »
L'idée que cet enfant propose de cuisiner pour elle fit saigner le cœur de Béatrice d'un mélange de tristesse et d'affection. « C'est très gentil à toi, Gabriel, mais tu n'as pas à t'inquiéter de ça ici. Ton travail est d'être un enfant, d'aller à l'école et de t'adapter à ta nouvelle vie. Je m'occuperai des responsabilités d'adulte. » Gabriel sembla soulagé, mais aussi un peu déçu. « Mais j'aime aider. Il y aura plein de façons pour toi d'aider, » le rassura Béatrice. « On est dans le même bateau, tu te souviens ?» Lorsque les pizzas arrivèrent, ils mangèrent à la table à manger que Béatrice n'avait utilisée que quelques fois au cours de la dernière décennie. Habituellement, elle mangeait sur le canapé ou à son bureau, mais quelque chose dans le fait d'avoir Gabriel là lui donnait envie de créer un sentiment de normalité, de famille. « J'ai une nouvelle, » dit-elle, alors que Gabriel dévorait sa troisième part. « Je t'ai inscrit à une école appelée Sao Paulo Academy. On va la visiter demain matin. » Gabriel fit une pause au milieu d'une bouchée. « Déjà? Je n'ai pas droit à une pause après tout ça ?» Béatrice réfléchit à cela. Elle avait été tellement concentrée sur l'établissement d'une routine, sur la résolution des aspects pratiques de leur nouvelle situation, qu'elle n'avait pas pensé que Gabriel pourrait avoir besoin de temps pour faire son deuil, pour s'adapter. « Tu as raison, » dit-elle. « On n'est pas obligé de se précipiter. On peut simplement visiter l'école, voir si tu l'aimes et décider quand tu seras prêt à commencer. »« Est-ce qu'il parle portugais là-bas » demanda Gabriel. « Mon anglais n'est pas très bon. » « C'est une école brésilienne, » le rassura Béatrice. « Mais ils enseignent aussi l'anglais, ce qui sera utile pour ton avenir. » Maman disait que les langues sont importantes, hocha la tête Gabriel, retournant à sa pizza. Elle parlait aussi un peu français. Elle m'a appris quelques mots. Chaque mention de Maria créait encore un enchevêtrement complexe d'émotions chez Béatrice. La colère de l'abandon, la gratitude de l'éducation de Gabriel, la tristesse des années perdues. Mais pour le bien de Gabriel, elle maîtrisa ses sentiments. « Qu'est-ce que ta maman t'a appris d'autre » demanda-t-elle. Le visage de Gabriel s'illumina. « Elle m'a appris à jouer aux échecs et à dessiner. Je ne suis pas très doué, mais j'aime ça. Et elle me lisait beaucoup, donc je suis devenu bon en lecture aussi. J'adorais lire quand j'avais ton âge, » dit Béatrice, surprise de se retrouver à partager ce souvenir. « C'était mon échappatoire. »« De quoi » demanda Gabriel innocemment. La question frappa plus fort qu'il n'aurait pu le savoir. « De me sentir seul, je suppose, » admit Béatrice. « Après que notre père nous ait quittés, et puis quand j'étais seul, quand maman vous a quitté, » dit Gabriel doucement. Béatrice le regarda vivement. « Elle t'a raconté ça ?» Gabriel hocha la tête. « Elle a dit qu'elle avait fait une terrible erreur lorsqu'elle était plus jeune, qu'elle avait quitté quelqu'un qui avait besoin d'elle. Elle n'a pas dit que c'était vous exactement, mais j'ai deviné quand elle a tant parlé de vous. Elle parlait souvent de moi ?» Béatrice ne put cacher sa surprise. « Tout le temps, » confirma Gabriel. « Elle gardait tous vos articles dans une boîte spéciale. Elle me les lisait parfois en expliquant ce que signifiaient les termes commerciaux. Elle était vraiment fière de vous. » La révélation piqua d'une manière inattendue. Toutes ces années, Maria avait suivi sa vie, racontant à Gabriel ses réussites, tandis que Béatrice avait travaillé si dur pour oublier que sa mère existait même. « Étiez-vous très en colère contre elle ?» demanda Gabriel, son intuition allant droit au cœur du problème. Béatrice réfléchit à la façon de répondre honnêtement, sans accabler un enfant avec sa douleur d'adulte. « Oui, j'étais en colère pendant longtemps, » dit-elle finalement. « Quand quelqu'un vous quitte, ça fait mal, et parfois être en colère semble plus sûr qu'être triste. » Gabriel hocha la tête avec une sagesse au-delà de son âge. « J'étais en colère quand maman est morte. J'avais l'impression qu'elle m'avait quitté aussi, même si elle ne le voulait pas. Le parallèle n'était pas tout à fait le même, mais Béatrice comprit ce qu'il voulait dire. C'est normal d'être en colère parfois, Gabriel, et triste, et confus. Tous ces sentiments sont normaux quand on perd quelqu'un qu'on aime. Est-ce pour ça que vous ne vous êtes jamais marié, ni n'avez eu d'enfant ?» demanda Gabriel, la question si directe que Béatrice faillit s'étouffer avec sa pizza. « Parce que vous étiez en colère que maman vous ait quitté ? C'est compliqué, » dit Béatrice retrouvant son calme. « Je me suis concentré sur ma carrière. Construire une entreprise demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais vous étiez seul, » observa Gabriel, ne demandant pas mais affirmant. La simple vérité, prononcée par un enfant qui la connaissait depuis moins d'une semaine,
perça l'armure que Béatrice avait passé des décennies à construire. Parfois, admit-elle, mais j'étais aussi très occupée et j'ai réussi, ce qui m'a rendue heureuse d'autre manière. Gabrielle sembla accepter cette réponse, portant son attention sur la dernière part de pizza. J'étais aussi parfois seule, même avec maman. Elle travaillait beaucoup et on déménageait tellement que je n'avais jamais d'amis très longtemps. Son honnêteté créa un pont entre eux, deux personnes qui avaient connu la solitude de différentes manières, mais qui pouvaient la reconnaître chez l'autre. Après le dîner, Béatrice montra à Gabrielle comment utiliser la télévision et le laissa regarder un dessin animé pendant qu'elle vérifiait ses emails et passait quelques appels professionnels. Le rythme de sa routine du soir était différent avec sa présence dans l'appartement. Le son de la télévision, ses rires occasionnels, le fait qu'elle n'était pas seule. Lorsqu'il fut l'heure de se coucher, elle se sentit perdue. Quelle était la bonne routine du coucher pour un enfant de 10 ans? Devrait-elle le border, lui lire une histoire, lui dire simplement bonne nuit? Gabrielle résolut le dilemme en demandant « Avez-vous des livres que je pourrais lire avant de dormir ?» Maman me laissait toujours lire pendant une demi-heure avant d'éteindre la lumière. « Je pense que je peux trouver quelque chose », dit Béatrice soulagée. Son bureau à domicile contenait une bibliothèque entière de livres, principalement des titres sur les affaires et la finance, mais sur l'étagère du bas se trouvaient quelques romans et même quelques livres de son propre enfance qu'elle n'avait jamais pu se résoudre à jeter. « Tiens », dit-elle, sortant un exemplaire usé du Petit Prince. « C'était l'un de mes préférés quand j'avais à peu près ton âge. » Gabrielle prit le livre avec soin. « Maman me l'a lu une fois. C'est l'histoire d'un garçon qui vit sur une toute petite planète, n'est-ce pas ?»« C'est exact, » dit Béatrice, surprise par la vague d'émotion qui la submergea face à ce lien partagé. « Merci, » dit Gabrielle, serrant le livre contre sa poitrine. « Bonne nuit, Béatrice. » Sur une impulsion, Béatrice se pencha et le serra dans ses bras. Il se raidit de surprise un instant, puis la serra dans ses bras en retour. « Bonne nuit, Gabrielle, » dit-elle doucement. « Dors bien. » Plus tard, après avoir vérifié que Gabrielle dormait, Béatrice s'assit dans son salon avec un verre de vin, contemplant les lumières de la ville. Son téléphone était plein d'emails non lus, son ordinateur portable ouvert sur un rapport à moitié terminé, mais pour une fois, le travail ne réclamait pas toute son attention. Elle pensait plutôt au garçon qui dormait au bout du couloir et à la boîte de coupures de journaux que sa mère avait conservées à son sujet, à Maria qui suivait sa carrière de loin, qui racontait à Gabrielle les succès de sa sœur, à la fierté que Maria avait ressentie, même en restant cachée de la vie de Béatrice. Cela n'effaçait pas la douleur de l'abandon, mais ajoutait une nouvelle couche à l'histoire, une couche de regret d'un amour qui n'était jamais vraiment mort, d'une mère qui avait reconnu son erreur, mais qui avait été trop honteuse pour essayer de la réparer. Le lendemain matin, Béatrice se réveilla avec l'odeur du café. Confuse, elle vérifia l'heure, 7h30, son heure de réveil habituelle. Suivant l'arôme jusqu'à la cuisine, elle trouva Gabrielle, déjà habillée, versant soigneusement du café dans une tasse. « Bonjour » dit-il gaiement. « J'ai fait du café. Maman m'a montré comment faire. Je n'en bois pas, mais elle disait que les adultes en ont besoin pour bien se réveiller. » Ce simple geste attentionné était si inattendu que Béatrice sentit une boule dans la gorge. « Merci » dit-elle en acceptant la tasse. « C'était très gentil de votre part. J'ai aussi trouvé des céréales, » continua Gabrielle, montrant 2 bols sur le comptoir. « Je ne savais pas lesquels vous préférez, alors j'ai mis les 2. » Béatrice ne se souvenait plus de la dernière fois que quelqu'un lui avait préparé le petit déjeuner, même quelque chose d'aussi simple que des céréales et du café. « Le granola convient parfaitement, » dit-elle, en s'asseyant au comptoir de la cuisine. « Avez-vous bien dormi ?» Gabrielle hocha la tête, versant du lait sur ses propres céréales. « Votre appartement est très calme. Dans notre ancien logement, j'entendais toujours les voisins et le bruit de la rue. » Ils ont pris leur petit déjeuner ensemble, Béatrice expliquant leur plan pour la journée. Visiter l'école, puis son bureau pour signer les papiers de tutelle, et enfin faire les courses pour les choses dont Gabrielle aurait besoin. « Vos collègues seront-ils surpris de me voir ?» demanda Gabrielle, alors qu'ils descendaient en ascenseur jusqu'au parking. « Certains pourraient l'être, » admit Béatrice. « Je n'ai jamais mentionné avoir un frère auparavant, parce que vous ne le saviez pas, » dit Gabrielle en hochant la tête. « C'est comme une surprise pour eux aussi.
Le chauffeur de Béatrice les attendait avec la voiture, son expression professionnellement neutre lorsqu'elle présenta Gabriel comme son frère qui vivrait désormais avec elle. L'Académie Sao Paulo était un impressionnant campus de bâtiments modernes, niché au milieu de jardins bien entretenus. Le directeur, le docteur Silva, les accueillit chaleureusement, visiblement ravi que la PDG d'Albuquerque Enterprises envisage son école pour son frère. « Nous serions honorés d'accueillir Gabriel parmi nous », dit-il, les guidant lors d'une visite. « Notre programme est conçu pour préparer les élèves aux meilleures universités du Brésil et du monde entier. » Gabriel resta près de Béatrice, visiblement dépassé par la grande école avec ses laboratoires scientifiques, ses ateliers d'art et ses multiples terrains de sport. Lorsqu'ils arrivèrent à la bibliothèque, cependant, ses yeux s'illuminèrent à la vue des milliers de livres qui bordaient les murs. « Vous aimez lire » demanda le docteur Silva, remarquant son intérêt. « Oui, monsieur » répondit Gabriel. « Poliment. Beaucoup. Notre bibliothèque est l'une des meilleures des écoles de São Paulo, » dit le directeur avec fierté. Les élèves sont encouragés à explorer au-delà du programme. Pendant que Gabriel parcourait les rayons avec un bibliothécaire, le docteur Silva parla discrètement à Béatrice des conditions d'admission et, plus délicatement, des frais de scolarité importants. Bien sûr, nous offrons occasionnellement des bourses aux élèves exceptionnels, ajouta-t-il, bien que son ton laissa clairement entendre qu'il supposait que l'argent ne posait aucun problème pour une personne de la richesse de Béatrice. « L'éducation de Gabriel est ma priorité, » dit Béatrice fermement. « Le coût n'est pas un problème. » Lorsqu'ils rejoignirent Gabriel, il était absorbé par un livre sur l'exploration spatiale, son visage animé tandis que le bibliothécaire lui expliquait quelque chose sur les rovers martiens. « Que pensez-vous de l'école ?» lui demanda Béatrice lors d'un moment privé. Gabriel regarda autour de lui, l'expression sérieuse. « C'est vraiment grand et chic. Les enfants ici ont probablement tous de beaux vêtements et des smartphones et tout ça. »« Est-ce un problème ?» demanda Béatrice, réalisant soudainement qu'elle n'avait pas envisagé comment Gabriel pourrait se sentir entouré d'enfants riches après son éducation modeste. « Je ne veux pas être différent, » admit-il. « Les enfants peuvent être méchants quand on est différent. »« Vous ne serez pas différent, » lui assura Béatrice. « Je m'assurerai que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour vous intégrer. Mais plus important encore, cette école a des professeurs et des ressources fantastiques qui vous donneront des opportunités que Maria aurait voulu pour vous. » Gabriel réfléchit à cela, puis hocha lentement la tête. « La bibliothèque est incroyable. »« Elle l'est, » acquiesça Béatrice soulagée. « Il y a aussi un club d'échecs, j'ai remarqué. Vous avez dit que vous jouiez. »« Pas très bien, » dit Gabriel modestement. « Eh bien, c'est comme ça qu'on s'améliore, en jouant avec les autres. » À la fin de la visite, il fut convenu que Gabriel commencerait l'école le lundi suivant, lui donnant quelques jours pour s'installer dans sa nouvelle vie. Le docteur Silva leur assura qu'un plan de transition serait créé pour aider Gabriel à rattraper les différences entre son programme précédent et celui de l'académie. Leur prochain arrêt était le bureau de Béatrice, un gratte-ciel scintillant dans le quartier financier avec Albuquerque Enterprises, affiché en évidence sur la façade. « Vous possédez tout ce bâtiment ?» demanda Gabriel avec émerveillement alors qu'ils entraient dans le vaste hall. « L'entreprise le fait, » corrigea Béatrice, faisant un signe de tête aux agents de sécurité qui regardaient curieusement l'enfant accompagnant leur PDG normalement solitaire. Dans l'ascenseur réservé aux cadres, Gabriel s'agitait nerveusement. « Et si vos collègues ne m'aiment pas ? Ils vont vous aimer, » dit Béatrice avec assurance. « Mais même s'ils ne le font pas, ce n'est pas grave. Tu es mon frère, et c'est ce qui compte. » L'ascenseur s'ouvrit directement sur l'étage des cadres où Louisa attendait, tablette à la main. Elle fit un double regard à la vue de Gabriel, bien que Béatrice lui ait dit qu'il viendrait. « Madame Albuquerque, votre rendez-vous de 11 heures a été reporté à demain, et l'équipe juridique vous attend dans la salle. »« De conférence ?» dit Louisa se remettant rapidement. Puis avec un sourire chaleureux, elle ajouta « Et voici Gabriel, je suppose. »« Enchanté de vous rencontrer, » dit Gabriel timidement. « Louisa est ma bras droit, » lui dit Béatrice. « Elle fait en sorte que tout fonctionne bien pour que je puisse faire mon travail. » Ce qui est apparemment d'adopter des frères et sœurs surprises, dit une voix masculine derrière eux. Béatrice se retourna pour voir Carlos Mendes, son directeur financier, et son cadre le plus ancien,
s'approcher avec une expression amusée. « Carlos », le salua-t-elle froidement. « Voici Gabriel, mon frère. Gabriel, voici Monsieur Mendes qui travaille avec moi. Demi-frère, j'imagine, puisque votre mère est décédée il y a des années, » dit Carlos, le ton à peine moins que provocateur. « Avez-vous besoin de quelque chose, Carlos ?» demanda Béatrice, ignorant délibérément sa question. « Le conseil d'administration est curieux au sujet de votre départ précipité de Serra Vista, » répondit Carlos. « Surtout depuis que vous avez laissé la plupart des détails de l'acquisition. Aux avocats, ce n'est pas comme vous de déléguer quelque chose d'aussi important. J'avais une affaire familiale à régler, » dit Béatrice fermement. « Comme vous pouvez le constater. » Carlos regarda Gabriel d'un air évaluateur. « En effet. Eh bien, j'ai hâte d'entendre toute l'histoire lorsque vous serez prête à la partager. Le conseil d'administration se réunit vendredi, comme vous le savez. » Après son départ, Gabriel chuchota « Il n'a pas l'air très gentil. »« Carlos est compliqué, » expliqua Béatrice. « Il est dans l'entreprise depuis le début et oublie parfois que je suis sa patronne, pas sa partenaire. » Dans la salle de conférence, l'équipe juridique présenta à Béatrice les papiers de tutelle. L'avocat expliqua tout clairement, jetant parfois un coup d'œil à Gabriel qui était assis tranquillement à côté de Béatrice, balançant ses jambes sous la chaise trop haute pour lui. « Une fois ces documents déposés auprès du tribunal, vous serez le tuteur légal de Gabriel, » conclut l'avocat. « Compte tenu de votre statut et de votre stabilité financière et des souhaits clairs du défunt, nous ne prévoyons aucun problème d'approbation. »« Et si quelqu'un conteste cela ?» demanda Béatrice, pensant à son père, qui pourrait encore être vivant quelque part. « Vous attendez-vous à ce que quelqu'un conteste cela ?» demanda l'avocat, surpris. « Non, » dit Béatrice après un moment, « mais j'aime être préparé à toutes les possibilités. Dans ce cas, improbable, le tribunal examinerait ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant, » expliqua l'avocat. « Étant donné que vous êtes des parents proches et qu'il ne semble y avoir personne d'autre qui se présente, votre position est très forte. » Béatrice signa les papiers, sentant le poids de l'engagement qu'elle prenait. Ce n'était pas un contrat commercial qui pouvait être résilié, moyennant un préavis suffisant. C'était une promesse faite à un enfant, à son frère, qu'elle serait là pour lui, quoi qu'il arrive. « C'est fait ?» demanda Gabriel lorsque les avocats furent partis. « Êtes-vous officiellement ma tutrice maintenant ?»« Presque, » dit Béatrice. « Le tribunal doit approuver tout, mais oui, je suis responsable de vous maintenant. Et nous serons toujours ensemble? Vous ne me renverrez pas ?» La peur d'en savoir rappela à Béatrice ses propres peurs d'enfance après le départ de son père. La peur constante que sa mère puisse aussi disparaître, une peur qui s'était finalement réalisée. « Je ne vous renverrai jamais, Gabriel, » dit-elle fermement. « Je le promets. » Le soulagement sur son visage fut immédiat et profond. « Merci. » Après une brève visite de son bureau, où Gabriel fut fasciné par la vue du dernier étage, ils se dirigèrent vers un centre commercial pour acheter ce dont il aurait besoin pour l'école et sa nouvelle vie. L'expérience fut surréaliste pour Béatrice. Elle avait l'habitude de faire les courses efficacement, souvent en faisant commander par Louisa ce dont elle avait besoin en ligne pour gagner du temps. Mais faire les courses avec un enfant était différent. Gabriel voulait tout regarder, essayer des choses, poser des questions sur les raisons pour lesquelles un sac à dos était meilleur qu'un autre. « Vous pouvez choisir celui que vous voulez », lui dit Béatrice dans le magasin de fournitures scolaires où il comparait deux sacs à dos différents avec un scepticisme scientifique. « Mais celui-ci coûte plus cher », fit-il remarquer, lui montrant les étiquettes de prix. « Est-ce que ça vaut le coup ? Si vous le préférez, alors oui, » dit Béatrice, amusée par son approche pratique. Dans le magasin de vêtements, Gabriel était visiblement mal à l'aise avec les prix des articles uniformes exigés par l'Académie São Paulo. Maman aurait pu faire 3 repas avec le prix de ses chaussettes, chuchota-t-il à Béatrice alors qu'ils attendèrent de payer. Ce commentaire fit réaliser à Béatrice à quel point leurs perspectives étaient différentes. Sa richesse, qu'elle tenait pour acquise, était étonnante. Pour lui, c'était un rappel des ajustements qu'ils devraient tous les deux faire. Leur dernier arrêt était un magasin de jouets où Béatrice dit à Gabriel qu'il pouvait choisir quelque chose pour sa chambre. Il erra dans les allées, les yeux grands ouverts, visiblement dépassé par les choix. « Je ne sais pas quoi choisir, » admit-il. « Je n'ai jamais eu beaucoup de jouets. Que diriez-vous de ceci ?» suggéra Béatrice.
lui montrant une maquette détaillée du système solaire qui pouvait être accrochée au plafond. « Puisque vous avez aimé le livre sur l'exploration spatiale. » Le visage de Gabriel s'illumina. « Oui, s'il vous plaît. » Il choisit également un jeu d'échecs, une boîte de fournitures d'art et après beaucoup d'encouragement de la part de Béatrice, un chien en peluche qui ressemblait au chiot qu'il avait vu chez les Castro. Alors qu'il retournait à la voiture chargée de sacs de course, Gabriel demanda « Êtes-vous sûr que ce n'est pas trop d'argent? Je ne veux pas être un fardeau. » Le mot « fardeau » dans la bouche d'un enfant de 10 ans était déchirant. « Gabriel, regarde-moi » dit Béatrice en s'arrêtant au milieu du trottoir. « Tu n'es pas un fardeau. Tu es mon frère. Et je veux prendre soin de toi. J'ai plus qu'assez d'argent pour te donner ce dont tu as besoin, et certaines choses que tu veux aussi. C'est ce que fait une famille. » Gabriel hocha la tête, bien qu'il ait toujours l'air incertain. Maman a toujours dit qu'il fallait faire attention à l'argent parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'est difficile de penser différemment. Je comprends, dit Béatrice. C'est un grand changement. Mais essaie de ne pas t'inquiéter, d'accord? C'est mon travail maintenant. De retour à l'appartement, ils passèrent la soirée à organiser les nouveaux effets personnels de Gabriel et à aménager sa chambre. Ensemble, ils ont accroché la maquette du système solaire au plafond, rangé ses nouveaux vêtements dans le placard et placé le jeu d'échecs sur une petite table près de la fenêtre. « Ça commence à ressembler à ma chambre maintenant », dit Gabriel en regardant autour de lui avec satisfaction. « Il manque des photos sur les murs », observa Béatrice. « Peut-être que demain, on pourra aller dans un magasin d'art et trouver des affiches de l'espace ou de tout ce que tu aimes. »« J'ai quelques photos », dit Gabriel en cherchant dans son sac à dos. « Madame Castro les a sauvées de l'appartement de maman. » Il sortit un petit album et commença à montrer les photos à Béatrice. Gabriel en bas âge, Maria ayant l'air beaucoup plus âgée que Béatrice ne s'en souvenait, mais avec le même sourire chaleureux, tous les deux lors de diverses sorties et anniversaires. Puis Gabriel tourna une page qui coupa le souffle à Béatrice. C'était une vieille photo de famille. Béatrice vers 15 ans, ses parents de chaque côté d'elle, tout le monde souriant pour la caméra. Un portrait de famille parfait qui avait été pris avant le jeu, avant les dettes, avant que tout ne s'effondre. Maman a gardé ça dans un cadre spécial, expliqua Gabriel. Elle a dit que c'était des moments heureux. Béatrice toucha la photo doucement. Je me souviens quand ça a été pris. C'était pour une carte de Noël. Étiez-vous heureuse à l'époque? Demanda Gabriel. Je croyais l'être, dit Béatrice. Sincèrement, je ne savais pas ce qui allait arriver. Ils ont continué à parcourir l'album jusqu'à ce que Gabriel arrive à la dernière page où un morceau de papier plié était glissé dans la pochette en plastique. « C'est la lettre de maman pour moi, » dit-il en la retirant avec précaution. « Celle dont je vous ai parlé. Il y a des mots difficiles que je ne comprends pas. » Il la tendit à Béatrice, qui la déplia avec soin. L'écriture de Maria était plus tremblante que dans la lettre à Béatrice, témoignage de sa maladie à la fin. « Mon précieux Gabriel, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai dû te quitter, ce qui me brise le cœur. Mais je veux que tu saches que tu as été la plus grande joie de ma vie, et je suis si fier du garçon que tu deviens. J'ai besoin que tu sois courageux maintenant. Trouve ta sœur, Béatrice. Elle ne sait peut-être pas encore pour toi, mais elle t'aidera lorsqu'elle le saura. Elle est forte et intelligente, comme toi. Béatrice sera peut-être surprise de te rencontrer. Elle et moi avons été séparés pendant de nombreuses années à cause d'erreurs que j'ai commises. Mais elle a le cœur bon, et tu es son frère. La famille est la chose la plus importante au monde, même quand c'est compliqué. J'aurais aimé pouvoir vous dire toute la vérité de mon vivant, mais parfois le courage nous fait défaut lorsque nous en avons le plus besoin. La vérité est dans la lettre que j'ai laissée à Béatrice. Fais-lui confiance pour faire ce qui est juste. Souviens-toi de tout ce que je t'ai appris. Sois gentil, travaille dur, dis la vérité, et n'aie jamais peur d'aimer les gens, même si cela peut faire mal. Les livres seront tes amis quand tu seras seul, et les échecs t'apprendront à anticiper les choses dans la vie. Je t'aimerai pour toujours, d'où que je sois. Lorsque tu regarderas les étoiles, sache que je regarde les mêmes étoiles, t'aimant toujours. » Béatrice finit de lire, sa vision brouillée de larmes. Elle les essuya rapidement, espérant que Gabriel ne l'avait pas remarqué, mais il regardait son visage attentivement. « Elle savait que tu m'aiderais, » dit-il. Elle avait raison. Oui, elle avait raison, acquiesça Béatrice en pliant soigneusement la lettre et en la lui rendant. Elle me manque, dit Gabriel, la voix basse. Je sais,
dit Béatrice en passant son bras autour de ses épaules. Et c'est bien comme ça. Tu la regretteras toujours, mais il deviendra plus facile de te souvenir des bons moments au lieu d'être simplement triste de son départ. Tu lui as manqué après qu'elle t'ait quitté? La question était directe, comme le sont souvent les questions des enfants. Béatrice réfléchit à la manière de répondre honnêtement sans le surcharger. Oui, elle m'a manqué, admit-elle, mais j'étais aussi en colère. Puis, au fil des années, j'ai essayé de me convaincre que je n'avais besoin d'aucune famille. Je me suis concentré sur le développement de mon entreprise, sur la réussite. Mais tu étais seule, dit à nouveau Gabriel, reprenant son observation de la veille. Parfois, reconnut Béatrice, mais je ne suis plus seule. Gabriel s'appuya contre elle, un geste de confiance et d'affection qui la toucha profondément. Moi non plus. Au cours des jours suivants, ils s'installèrent dans une routine. Béatrice travaillait à domicile quand elle le pouvait, emmenant Gabriel au bureau lorsque cela était nécessaire. Ses employés s'adaptèrent à la présence du frère de la PDG, certains avec curiosité, d'autres avec une véritable chaleur humaine. Carlos resta sceptique, coinçant Béatrice avant la réunion du conseil d'administration du vendredi. « Alors, quelle est la vraie histoire avec le garçon ?» demanda-t-il brutalement. « Soudain, vous avez un frère que personne ne connaissait. » Demi-frère, corrigea Béatrice. Même père, mère différente. Et oui, c'était une surprise pour moi aussi. Et vous le prenez simplement en charge? Vous devenez une mère instantanée? Ce n'est pas comme vous, Béatrice. Vous avez toujours mis l'entreprise en priorité. Les gens changent. Carlos, dit Béatrice froidement. Les circonstances familiales changent. Mais mon engagement envers cette entreprise reste le même. Le conseil s'inquiète de votre concentration, insista Carlos. Un enfant est une distraction majeure. Le conseil peut me faire part de ses préoccupations lors de la réunion, dit fermement Béatrice, et je leur rappellerai que ma vie privée est mes affaires, tant qu'elle n'affecte pas les performances de l'entreprise, ce qu'elle n'a pas fait et ne fera pas. La réunion du conseil fut tendue, mais finalement favorable. Béatrice présenta l'acquisition de Serravista avec sa précision et son expertise habituelle, répondant aux questions avec assurance. Lorsque la question de Gabriel fut enfin soulevée, elle y répondit directement. « Oui, je suis récemment devenue la tutrice de mon demi-frère après la mort de notre mère, » dit-elle, simplifiant la vérité complexe. « Cette évolution personnelle n'aura aucun impact sur ma direction de cette entreprise. Au contraire, elle m'a donné une motivation encore plus forte pour assurer notre succès et notre croissance continue. » Le président, un homme plus âgé qui avait soutenu Béatrice depuis le début de sa carrière, hocha la tête avec approbation. « La famille est importante, mademoiselle Albuquerque. Nous sommes heureux que vous ayez retrouvé une partie de la vôtre. » Ce soir-là, Béatrice et Gabriel ont célébré avec un dîner dans un bon restaurant, sa première expérience de la haute gastronomie. Elle observa avec amusement ses efforts pour manier les multiples fourchettes et le service formel, lui chuchotant des questions sur ce qui était attendu. « Sois toi-même, » l'assura-t-elle. Personne ne se soucie de savoir si tu utilises la mauvaise fourchette. Mais je veux m'intégrer dans ton monde, dit Gabriel sérieusement. Je ne veux pas te faire honte. Tu ne pourrais jamais me faire honte, dit Béatrice, réalisant soudain la véracité de cette affirmation. Je suis fier de toi, Gabriel. Tu as géré tant de changements avec tant de courage. Son visage s'illumina à ses louanges. Vraiment? Vraiment. Et je veux que tu saches quelque chose d'important. Pendant que tu apprends à connaître mon monde, j'apprends aussi à connaître le tien. Nous gérons ça ensemble. Lors du dessert, un gâteau au chocolat qu'ils ont tous deux commandé, Gabriel demanda « Peut-on parfois aller visiter la tombe de maman ?» Je lui ai promis. « Bien sûr, » dit Béatrice. « Nous pouvons retourner à Serravista. »« Quand tu veux. Et je crois que j'aimerais aussi visiter sa tombe. »« Vraiment ?» Gabriel sembla surpris. « Oui, » dit Béatrice, réalisant qu'elle le pensait sincèrement. « J'ai des choses que j'aimerais lui dire maintenant. » Le week-end précédant la rentrée scolaire de Gabriel, Béatrice l'emmena dans un parc voisin où d'autres enfants jouaient. Elle s'assit sur un banc, répondant à des emails sur son téléphone tout en le surveillant, alors qu'il approchait hésitamment un groupe de garçons jouant avec un ballon de football. Au début, ils l'ignorèrent, mais lorsque le ballon roula vers lui et qu'il le renvoya avec un talent inattendu, ils l'invitèrent à se joindre à leur jeu.
En le regardant courir et rire avec les autres enfants, Béatrice sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il allait bien s'en sortir. Ils allaient tous les deux bien s'en sortir. Ce soir-là, alors qu'elle le couchait, une routine qu'ils avaient rétablie au cours de la semaine précédente, Gabriel demanda « Béatrice, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Est-ce que ça te dérangerait si je t'appelais Bia ?» Maman disait que c'est comme ça qu'elle t'appelait quand vous étiez petit. Le surnom d'enfance, qu'elle n'avait pas entendu depuis plus de 20 ans, provoqua une vague d'émotion. « Oui, ça ne me dérangerait pas, » dit-elle doucement. « Bien, » dit Gabriel bâillant. « Je préfère ça à Béatrice. Ça ressemble plus à un nom de sœur. » Béatrice sourit, lui lissant les cheveux sur le front. « Bonne nuit, Gabriel. Bonne nuit, Bia, » murmura-t-il, déjà à moitié endormi. De retour dans le salon, Béatrice s'assit près de la fenêtre avec un verre de vin, regardant la ville comme elle l'avait fait de nombreuses nuits auparavant. Mais ce soir-là, tout avait l'air différent. Les lumières semblaient les plus chaudes, l'avenir moins solitaire. Son téléphone vibra, un email d'Elena Castro, s'enquérant de leur installation et partageant des photos des chiots que Gabriel avait aimés. Béatrice se retrouva à répondre avec une véritable chaleur, partageant des nouvelles de la nouvelle école de Gabriel et envoyant une photo de sa chambre avec le système solaire suspendu au plafond. En envoyant le message, elle réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé en elle. Les murs qu'elle avait construits autour de son cœur, sa détermination à n'avoir besoin de personne, sa concentration sur le succès par-dessus tout, ils étaient toujours là, mais ils avaient bougé, faisant place à quelque chose de nouveau, à la famille, à Gabriel. Le dernier cadeau de Maria à ses deux enfants n'avait pas seulement consisté à les réunir. Il avait donné à Béatrice l'occasion de guérir de vieilles blessures, de se souvenir de ce que c'était que de prendre soin de quelqu'un plus qu'elle-même, d'être connectée à un autre être humain non pas par les affaires ou l'obligation, mais par l'amour et le sang partagé. Gabriel avait su qui elle était dès qu'il l'avait vue, non seulement son nom ou son visage, mais quelque chose de plus profond. Il avait reconnu le lien entre eux, y avait fait confiance même lorsqu'elle n'était pas prête. Et maintenant, Béatrice comprenait aussi. Elle était plus qu'une femme d'affaires prospère. Elle était une sœur, une tutrice, une personne capable d'aimer et de créer des liens. Le garçon qui avait attendu devant son hôtel, affamé et effrayé mais déterminé, lui avait rendu une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. Lundi matin, Béatrice se réveilla tôt pour préparer le petit déjeuner pour le premier jour d'école de Gabriel. Elle n'était pas une grande cuisinière, mais elle réussit des œufs brouillés et des toasts, se sentant ridiculement fière de cette simple réussite. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle, alors que Gabriel ajustait son nouvel uniforme scolaire, les cheveux encore humides après la douche. « Un peu, » admit-il. « Et si les autres enfants ne m'aiment pas ?» Alors il rate la chance de connaître une personne extraordinaire, dit fermement Béatrice. « Sois toi-même, Gabriel. Les bons amis t'apprécieront pour ce que tu es. » « C'est ce que maman disait aussi, » sourit Gabriel, le souvenir apportant du réconfort plutôt que de la tristesse. Ils se rendirent à l'école ensemble, Béatrice ayant organisé son emploi du temps pour l'y accompagner personnellement pour son premier jour. En approchant des imposantes grilles de la São Paulo Academy, la main de Gabriel trouva la sienne, la serrant fort. « Je viendrai te chercher à 15h30, » promit Béatrice en arrivant à l'entrée. « Et ce soir, nous aurons un dîner spécial pour fêter ta première journée. »« Peut-on remanger du gâteau au chocolat ?» demanda Gabriel avec espoir. « Absolument, » rit Béatrice. « Maintenant, vas-y. Montre-leur ce qu'un Albuquerque peut faire. » Elle le regarda traverser les grilles, petit mais déterminé dans son nouvel uniforme. Juste avant d'entrer dans le bâtiment, il se retourna et fit signe. Béatrice répondit de même, le cœur rempli d'une émotion à laquelle elle s'habituait à nouveau, l'espoir. Alors que son chauffeur s'éloignait de l'école, le téléphone de Béatrice sonna. C'était Louisa, lui rappelant les réunions. « Du matin. J'y serai dans 20 minutes, » dit Béatrice. « Et Louisa ? Je devrais partir à 15h aujourd'hui pour aller chercher Gabriel à l'école. Déjà noté dans votre emploi du temps, » l'assura Louisa. « Et l'équipe comprend que ce sera un ajustement régulier à l'avenir. »« Merci, » dit Béatrice, reconnaissante de l'efficacité et du soutien de son assistante. Au bureau, elle traversa sa journée avec une énergie et une concentration renouvelées. Le fait de savoir que Gabriel l'attendait
que sa journée avait maintenant une fin naturelle au lieu de se prolonger sans fin dans la nuit, donnait à son travail un sens différent. Lorsqu'elle arriva à l'école cet après-midi-là, elle repéra immédiatement Gabriel parmi les enfants sortant des bâtiments. Il parlait avec animation avec un autre garçon, tous les deux riant. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Pia !» s'écria-t-il, utilisant le surnom qui lui faisait encore battre le cœur. Il courut vers elle, l'autre garçon suivant. « C'est Miguel. Il est dans ma classe. Il aime aussi les échecs. »« Enchanté de te connaître, Miguel, » dit Béatrice souriant au garçon. « Tu as passé une bonne première journée, Gabriel ? C'était génial. Le laboratoire de sciences a de vrais microscopes. La bibliothèque nous permet d'emprunter 3 livres à la fois. Et mon professeur de mathématiques dit que je suis en avance sur le programme. » Son enthousiasme était contagieux. Et Béatrice se retrouva à sourire tout le chemin du retour alors qu'il lui racontait sa journée. Cela, réalisa-t-elle, c'était ce qui manquait à sa vie. La joie simple de partager des expériences, de se soucier du bonheur de quelqu'un d'autre autant que du sien. Ce soir-là, pendant le dîner et le gâteau au chocolat promis, Gabriel demanda « Bia, penses-tu que maman peut nous voir maintenant? Penses-tu qu'elle sait que nous nous sommes retrouvés ?» La question aurait pu mettre mal à l'aise l'ancienne Béatrice, mais maintenant elle y réfléchit attentivement. « Je ne sais pas avec certitude, » dit-elle honnêtement, « mais j'aime penser qu'elle le fait. Je pense qu'elle serait heureuse de nous voir ensemble, en famille. »« Je le pense aussi, » dit Gabriel, la satisfaction dans la voix. « Et je pense qu'elle serait heureuse que tu ne sois plus seule. Je pense qu'elle serait heureuse qu'aucune de nous ne soit plus seule, » corrigea gentiment Béatrice. Gabriel hocha la tête, puis demanda hésitamment « Puis-je te demander quelque chose d'autre ?»« Bien sûr. Me raconteras-tu un jour toute la vérité, à propos de maman et de notre père? Pourquoi elle t'a quitté? Je sais qu'il y a autre chose que tu ne m'as pas dit. » Béatrice réfléchit attentivement à la question. « Oui, » dit-elle enfin. « Quand tu seras plus grand, je te raconterai tout. Certaines parties de l'histoire sont compliquées et pourraient être difficiles à comprendre pour le moment. Mais je te le promets, plus de secrets entre nous. Juste les bonnes informations au bon moment. » Gabriel sembla satisfait de cette réponse. « C'est juste. Maman disait toujours que certaines vérités doivent attendre que tu sois prêt à les entendre. » Elle avait raison, acquiesça Béatrice, pensant à la sagesse que Maria avait transmise à cet enfant malgré ses propres erreurs. Plus tard, après que Gabriel se fut couché, Béatrice se retrouva à regarder la photo de famille qu'il lui avait montrée de l'album de Maria. Les visages souriants capturaient un moment avant que tout ne s'effondre. Avant le jeu de son père, avant la dépression de sa mère, avant l'abandon qui avait façonné la vie de Béatrice. Mais maintenant, elle pouvait regarder la photo avec des yeux différents. Oui, sa famille s'était brisée, mais la voici, en train d'en construire une nouvelle avec le frère qu'elle ne savait jamais qu'elle avait. Peut-être que la famille n'était pas seulement ce dont vous êtes issus, mais aussi ce que vous choisissez de créer, ce que vous vous battez pour préserver. 6 mois plus tard, Béatrice et Gabriel retournèrent à Serra Vista pour un week-end. L'usine Castro prospérait sous sa nouvelle direction, et Elena et Roberto les accueillirent comme des membres de la famille, se préoccupant de la croissance de Gabriel et de sa réussite scolaire. Samedi après-midi, Béatrice emmena Gabriel au cimetière. Il déposa des fleurs fraîches sur la tombe de Maria, puis recula pour laisser Béatrice un moment seule. Debout devant la simple pierre tombale, Béatrice ressentit l'enchevêtrement complexe d'émotions qu'elle associerait toujours à sa mère, la colère, le chagrin, la compréhension, et maintenant une certaine mesure de pardon. « Merci, » dit-elle doucement à la pierre, « pour Gabriel, pour m'avoir rendu ma famille. Je suis toujours en colère pour les années que nous avons perdues, mais je comprends mieux maintenant à quel point il peut être difficile de réparer les erreurs une fois qu'elles sont commises. C'est un garçon extraordinaire, et je prendrai bien soin de lui, je te le promets. » En se retournant, elle vit Gabriel attendre patiemment sous un arbre voisin. Son frère, sa famille. « Prêt à rentrer à la maison ?» demanda-t-elle en le rejoignant. « Oui, » dit Gabriel, prenant sa main aussi naturellement que s'il le faisait depuis toujours. « Rentrons à la maison. » Ensemble, ils sortirent du cimetière sous le soleil vif de l'après-midi, laissant le passé derrière eux, mais emportant avec eux les leçons qu'il leur avait apprises. Sur le pardon, sur les deuxièmes chances,
sur le pouvoir de guérison. De l'amour est le vrai sens de la famille. Le garçon qui savait qui elle était avait changé la vie de Béatrice d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et en retrouvant son frère, elle s'était aussi retrouvée elle-même qu'elle avait enterrée il y a longtemps, lorsqu'une jeune fille effrayée de 18 ans avait décidé qu'elle n'aurait plus jamais besoin de personne. Le lendemain, alors qu'il rentrait à São Paulo, Gabriel dormant sur le siège à côté d'elle, Béatrice réfléchit au chemin étrange et sinueux qui les avait réunis. Le dernier acte de maternité de Maria avait été de réunir ses enfants, de leur donner à tous les deux ce dont ils avaient le plus besoin, non pas la richesse, le succès ou le statut, mais simplement l'un l'autre, la famille. Et dans ce cadeau, Béatrice avait trouvé une paix, qu'elle ne savait jamais qu'elle manquait. Un foyer qui n'était pas défini par des murs ou des adresses, mais par la présence de quelqu'un qui se souciait, quelqu'un qui lui appartenait et à qui elle appartenait en retour. Le garçon, qui savait qui elle était, lui avait aussi montré qui elle pouvait être. Et pour cela, Béatrice serait éternellement reconnaissante.